C'est le groupe Mulan Beatbox. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Oui. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Oui. Aujourd'hui, avec moi, en cet enregistrement matinal, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan en très grande forme. Cet enregistrement dimanche matinal. Oui, mais après un très bon petit-déj. Hicham. Salut. Et Camille. Bonjour patron, qu'est-ce que t'as bonne mine le dimanche matin? Ah, merci, parce que je mets de la crème de jour. Tu n'en as pas besoin. Oh là là, mon Dieu. Comment allez-vous? Juan a dormi 4 heures, il est en pleine forme. C'est ça de mener la vie de patachon. Hein, c'est ça. Non, mais ça va. Ça va aller. Oh, on va pas chouiner. Bon, ça va, t'as prévu un sujet plutôt long, donc on aura le temps de s'approprier. Très très long. Très bien. Bah écoutez, on vient de se faire un bon petit déj, bien. Oui, tu nous as bien reçus, de la bonne nourriture. Ah, merci. Enfin, il manquait du kiri, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est parce qu'on dit de la bonne nourriture. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous recevoir en tout cas. Sur ce, dans 2 semaines. Et puis, non, bon. Non, mais c'est plutôt chouette. Ah tiens, oui, petite nouvelle, on a reçu un petit cadeau, secret pour l'instant, on ne dit pas ce que c'est, mais on a reçu un livre pour la première fois. mais je dis pas ce que c'est, je dis pas lequel, mais on nous a envoyé un livre avec beaucoup de gentillesse par l'équipe des auteurs et autrices, et donc on va pouvoir en parler bientôt. Voilà, je vais vous faire réagir de ouf. Non mais oui, c'est le c'est secret super. le plus court de l'histoire. Mais non, mais on dit pas ce que c'est. Bon, sur ce, voilà. Filon filage. C'est moi qui vais commencer du coup. Oh ouais, avec un sujet sur Rasputin. J'aime bien le fait que t'aies 8 pages. 4. Oh. C'est déjà si long. En année de chien, ça fait 100 ans. Alors 4, par contre, quand il dit 4 pages, c'est vraiment rempli, tu vois, il n'y a pas de marge. Mais si, putain, ça va. Oh putain, même la dernière, elle va jusqu'en bas. Mais non, mais... Bref, Rasputin. Chouette. Cool, après, on va enchaîner sur Camille. Oui. Oui. Oh oui, tout à fait. Et en ce dimanche matin, j'avais envie de faire un sujet léger. Nous allons donc parler de la peste de 1720. Oui. Nickel, juste après avoir mangé, c'est parfait. Ouais. Après, ce sera Juan. Oui, moi je vais vous faire un petit pourquoi, parce que c'est mon tour aujourd'hui. Cool. Très bien. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez. C'est toujours pas, ouais. Donc c'est la surprise. Et moi, je vais vous parler des diamants. Voilà, parce que c'est joyeux également. Joyeux, oui, excellent. Allez, on y va. Je vais tuer. Pour qui se prend celui-là? Aucun homme ne peut me tuer. Quand tu t'es chauffé, mon gars. Très disco. Le jingle du dimanche matin, quoi. Ouais. Ah, c'est bon, je suis réveillé. Top. Donc, Grigori Efimovitch Novik. J'ai pris mon temps pour le lire parce qu'il y a trop de consonnes dans son nom. Plus connu sous le nom de Rasputin, est né le 10 janvier 1869 de parents fermiers en Sibérie, la future terre d'accueil du Goulag avec ses 13,1 millions de kilomètres carrés, soit plus de 158 millions de terrains de foot. Merde, il a écrit des blagues. Bon dimanche à toi. Puisque 2 tiers des camps, donc c'est la future terre d'accueil du Goulag. Puisque, oui, tu l'as déjà dit. Oui, non, mais puisque vous m'avez coupé, puisque 2 tiers des camps de travail forcés de l'URSS y seront implantés. Ok. La joie. Avec que 39 millions d'habitants, soit 3 par kilomètre carré, ou un habitant tous les 4 terrains de foot, la Sibérie... Les remontées de terrain, elles doivent être longues. C'est la Lozère, finalement. La Sibérie était aussi la maison de plusieurs sectes religieuses, de guérisseurs et d'hommes saints. Il faut donc comprendre que Rasputin vient d'une petite ville paumée qui est connue sous le nom de... Enfin, connue entre guillemets, sous le nom de Pokrovskoï. La fameuse ville. Tu sais que c'est jumelé avec Pontarlier. En gros, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. C'est une ville fleurie, elle a 2 autocollants. À part bosser et picoler. C'était peut-être pas une bonne idée de commencer, en fait.
T'inquiète, moi j'écoute, moi je suis. Hein. Ouais, je te vois bien, patron, merci. Donc, en gros, dès son très jeune âge, il se met à boire et à fréquenter d'autres personnes cheloues. Et vite, il en a marre de son bled de merde et il veut se casser de là. Ses parents commencent à en avoir marre aussi de lui parce qu'il leur dit qu'il a des visions divines et qu'il est capable de soigner les chevaux rien qu'en les touchant. Super. Mais comme tous les vétos, c'est en les touchant qu'ils soignent les chevaux, c'est pas Non, pareil. mais sans juste les touchant, quoi. C'est le mec, voilà. Donc le village entier commence à flipper de ce pauvre gamin. Ils pensaient tous qu'il était habité carrément par le démon. Surtout que physiquement, le gars, il est vraiment imposant. Il mesure 1m93. Il a des yeux tellement bleus que même sur les photos en noir et blanc, tu vois qu'elles sont ultra claires. Et donc le gars, voilà, il est super imposant physiquement. Mhm. Mais le village entier l'a catalogué comme le voleur alcoolique. Moins classe. Succès. D'ailleurs, petite parenthèse, Rasputin, c'est le surnom qu'on lui donne qui veut dire dépravé. Ah, parce que j'avais un doute, parce qu'en arabo-anglais, ça veut dire mets ta tête dedans, quoi. Ah bon? Rasputin. Bon. Arabe anglais, ok. T'es con. Pardon. Donc ça veut dire dépravé, donc quelqu'un de corrompu moralement. Et un jour, il a été accusé de voler des chevaux. Du coup, il s'est enfui vers le monastère le plus proche pour s'y cacher, le temps de faire passer ses accusations. Du coup, la chanson se fait dépravé. Nanana. Mais c'est en y rentrant dans ce monastère que sa vie va basculer. Il y est resté pendant plusieurs mois, il a kiffé la situation. Il a découvert qu'une autre dimension à la vie, il a réussi à donner un sens à sa vie. Il rencontre un chic type qui s'appelle Macari, un genre de pèlerin, un religieux, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit. Ça me va. Non, mais du coup, je vais l'appeler un religieux ambulant. Clodo. En gros, le mec, il gambade de bourgade en bourgade pour prêcher sa religion. Oh, putain, ça rime, c'est bien. Ah bon? Bah oui, gambade. Ah, il gambade, bourgade. Super. C'est riche. Et il donne carrément des conseils au tsar Nicolas II et à l'impératrice Alexandra, dont je vais vous parler un peu plus tard. Ça allait très vite quand même. Il est passé de Clodo à donner des conseils au tsar. Non, là, je parle de Macari. Ah, d'accord. Si tu écoutais. Pendant Oui, plusieurs c'est lui le siècles. Clodo dans l'histoire, non? Bah oui, c'est Macari de Clodo. Bah, non. Oui. Bah, t'as un pèlerin religieux. Alors, Oui, suivez un peu. Si vous appelez ça un clodo, mais non, c'est juste. C'est un mec, c'est un religieux ambulant. D'accord. Donc pendant plusieurs siècles, les souverains russes faisaient très attention à ces gens-là, les religieux ambulants comme Macari, parce qu'ils étaient persuadés qu'il était en contact avec Dieu et pouvait donner des conseils divins au tsar. Donc Rasputin était séduit par ce métier et décide donc de suivre les pas de Macari. Il se met à son tour à gambader de bourgade en bourgade pour explorer l'esprit religieux qui traîne en lui. Il abandonne sa famille, donc sa femme et ses 4 enfants quand même, et il part. C'est très chrétien, ça. Il part en voyage à pied. Sauf que les gars, à la Sibérie, c'est pas. ça fait froid, quoi. Voilà, tu peux pas faire 2 stops au bord de la route ou trouver un bistrot pour demander si tu peux pisser alors que t'as rien consommé. Non, il passe des mois à gambader sans se laver. Il va jusqu'au mont Athos en Grèce, soit 1991 km à vol d'oiseau. Et il n'était pas à vol d'oiseau. Non, hein. il n'était pas à vol d'oiseau. Son périple lui a pris 3 ans. Putain de Dieu. Le mec, il est complètement fou, mais pas totalement, parce qu'à son retour, son audace a permis qu'à son retour, les habitants, ils ont halluciné. En le voyant revenir, il a complètement changé. Pas en mal, mais plutôt parce qu'il est devenu qu'il est devenu lui-même un religieux ambulant. Ok. Donc les gens l'admiraient, entre guillemets. Ils avaient devant eux un religieux impressionnant pour certains. Il est devenu un saint. Mais pas pour tout le monde. Certains pensaient qu'il a rejoint une secte appelée Klisti. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Très bien. Donc c'est une secte réputée pour être extrême et anti-religieuse, chose très grave dans la Sibérie ultra-orthodoxe. Et ils ont une façon particulière de prier. La moitié de la cérémonie était composée de danse et de chant. Jusque-là, Là, ça va. tout va bien. Au Avec Happy Marty, Day. il tuait les enfants. Mais après, c'est pas non plus du gospel. En gros, ils dansent en cercle et en rond, sans arrêt, en essayant de parler à Dieu jusqu'à l'extase. Super. Bon, pourquoi pas. Ouais. Et puis l'autre moitié, elle est composée de flagellation. Bah, un peu comme les merdes. Les haricots verts. Oui. Non, tu penses à flageolet, mais tu me fatigues quand tu es fatigué. Non, les merde, putain, dans l'islam. Oui, les chiites. Oui, voilà. C'est un peu ça, sauf que là, c'est tous les dimanches, mec. Plus chiant. Voilà. Plus chiant. Et donc, la cérémonie se terminait en orgie. Et Mais commence par là. pas vraiment comme les chiites, là. Putain, non mais plus. niveau MST, ça doit y aller de ouf, quoi. Mais, Il se flagelle jusqu'au sang et après, orgie. Et donc, pour les Klisti, plus tu commets de péchés charnels, plus tu te rapproches de Dieu.
Ah la vache, Ouais. c'est tout un concept. Sacristie. Hein. Vas-y. Il disait donc péché pour éloigner le péché. Et c'est une idéologie que Rasputin a surkiffé. Et ça lui a plutôt réussi. Exactement. Réussi. Ah, putain. C'est dimanche. J'ai juste fini la première page, les gars. Il m'en reste 3. On est bien. Quand il est revenu de son village, il construit une petite chapelle à côté de chez lui, sans dire qu'il faisait partie des Clisty. Et il insiste auprès des habitants pour le rejoindre. Il y a des rumeurs qui disent qu'une partie de sa cérémonie était de coucher avec les fidèles, sauf que son petit village ne lui suffisait pas, il n'y avait pas assez de monde. Du coup, il en voulait beaucoup plus, comme son pote Macari. Et comme je l'ai dit Attends. au début, Ah, il est toujours là, lui. bah, il est pas mort, quoi. C'est son... Non, mais il voulait beaucoup plus, donc son pote Macari. Non, Ou- il voulait beaucoup plus à l'image de son pote Ok. Macari. Peut-être qu'il voulait son pote Macari, je sais pas. Ouais, t'inquiète, à mon avis, ils avaient déjà consommé. Il y a moyen. Donc, comme j'ai dit au début, il avait souvent des hallucinations, sauf que à ce moment-là, les hallucinations deviennent de plus en plus importantes, jusqu'à voir carrément la Vierge Marie qui lui a dit d'aller à Saint-Pétersbourg, où il devait aider la famille royale. C'est curieux, c'est exactement ce qu'il voulait, quoi. C'est quand même bien fait. Ouais, donc il continue à gambader de bourgade en bourgade jusqu'à Kiev qui est à 3000 km. Et sur la route du retour, il passe par Kazan où il fait bonne impression à plusieurs aristocrates et clercs dont sa réputation arrive jusqu'à Saint-Pétersbourg. On entend parler d'un religion ambulant qui a des pouvoirs de guérison et qui lui permet de voir dans le turfu. À 34 ans, il prend donc la route vers l'ouest à Saint-Pétersbourg, ville du tsar Nicolas II et de sa femme Alexandra. Tout le monde ne parlait que de lui avec ses pouvoirs de guérison. Et ce qui me rend ouf, moi, c'est que Rasputin est vraiment super chelou. Mais pas juste dans ses actes, mais même physiquement. Enfin, Il a les vous avez cheveux déjà gras, la vous avez déjà vu une photo de J'avais lui vu cette Je vous invite à regarder. Ouais. C'est très badant. Et du coup, le gars, même s'il est vraiment il est chelou et tout, il s'est tapé toute la Russie, quoi. Bah, c'est un gros, quoi. Ouais, lui sur Tinder, il se tape tout le monde. Ok. Mais après, peut-être que aussi, c'est parce qu'il avait un chip de 30 cm apparemment. Et, Et ceci n'est pas du tout une légende, bien sûr. je sais pas. Peut-être, j'ai pas vérifié. Non. Et aussi parce qu'il arrivait peut-être aussi à hypnotiser les femmes. Donc, la légende racontait qu'il arrivait à dilater ses yeux comme il le voulait. Ah. Ça devait être badass. Non. Bah Donc, non. là arrive le moment où je vais vous faire passer la musique Rasputin de Boney M. Donc, qui va, en gros, la chanson, c'est le récap de ce que je vous ai dit. Ok. Donc là, on va écouter le premier couplet. Il y a bien longtemps, vivait en Russie un homme. Il était grand et fort, dans ses yeux brillait une lueur flamboyante. La plupart des gens le regardaient avec terreur et crainte. Mais pour les minettes de Moscou, il était un tel cœur. Il pouvait prêcher la Bible comme un prédicateur, plein d'extase et de feu. Mais il était aussi ce genre de professeur que les femmes désirent. Propaganda. Rasputin. Non, je passerai pas le refrain juste à la fin, peut-être. Donc voilà, le premier couplet, en gros, ça résumait un peu ce que j'ai dit au début, que c'était un homme qui vivait en Russie, qui était grand et fort, il prêchait la Bible, voilà. Donc j'enchaîne. Nicolas et Alexandra avaient un fils, donc le tsar et la tsarine, qui s'appelait Alexis. Et miskin, il était atteint d'hémophilie. C'est une maladie très rare qui empêche le sang de coaguler correctement. En gros, quand tu t'ouvres le doigt, par exemple, parce que tu es en train de cuisiner quelque chose, au bout d'un moment, le sang, normalement, il sèche. Et donc, il coagule et il forme une croûte. Et du coup, ça va bien. Ça colmate le truc, quoi. Voilà. Le problème des personnes atteintes d'hémophilie, c'est que le sang ne coagule pas correctement et donc le caillot solide ne tient pas. Et donc, le sang continue à couler non-stop. Donc, tu peux crever en te coupant le bas, quoi. Exactement. Ouais, tu peux mourir facilement. Ouais. Et du coup, là, le petit Alexis, un jour, il est tombé. Et il s'est ouvert le genou. Donc, il y avait du sang à foison. C'était un énorme problème, non seulement pour Nicolas et Alexandra, mais parce qu'ils risquent de perdre leur enfant. Ils risquaient de perdre leur enfant, mais aussi... Voilà. Mais surtout parce qu'ils avaient 4 filles et Alexis. Et donc, ils voulaient un héritier. Donc, c'était le seul garçon, et c'était le tsarevitch, l'héritier de la dynastie des Romanov. Alexandra, en plus, elle adorait tout ce qui était hors norme, supernaturel et guérisseur,
Et un jour, Rasputin a simplement demandé au couple s'ils pouvaient passer et faire une prière pour leur gosse. Et ils ont accepté parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui. Et donc là, tu as un paysan qui débarque chez eux. Et il leur dit « Je sais exactement ce que votre fils a ». Donc, il se concentre. Le gars commence à phaser, met sa main sur Alexis et il commence à prier. Le lendemain, Alexis va beaucoup mieux. Oh, Alléluia. magie. Donc, Rasputin a guéri la maladie incurable. C'est un miracle. Pas mal. Mais en fait, pas du tout. Eh oui. Il leur a juste dit d'arrêter de prendre les médocs parce que c'était de l'aspirine et l'aspirine Ça rend le fluidifie le fils. sang. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça génial que pendant des siècles, on ait soigné cette maladie avec de Ouais, c'est l'aspirine. ouf, T'es là, j'avoue, les c'est gars, ouf. vous êtes totalement. Enfin, C'est à quelle époque ça? Juste C'est juste avant la Première Guerre mondiale. Ouais, 1900. Ok. Non, Putain, 1900, 1905, un truc comme ça. Ouf. Ouais. Donc, on enchaîne avec le deuxième couplet. Il régnait sur la Russie et se fichait du tsar. Mais le Kazachok qu'il dansait était vraiment top. Pour toutes les affaires d'État, il était celui à qui il fallait plaire. Mais il était surtout impressionnant quand il avait une fille à serrer. Aux yeux de la reine, il n'était pas un magouilleur. Mais bien qu'elle était informée des choses qu'il faisait, elle croyait qu'il était un saint guérisseur qui guérirait son fils. Vous allez le faire à chaque fois. Clairement. Donc, une fois Alexis guéri, le couple impérial demande à Rasputin comment le remercier. Il dit qu'il voulait avoir un total accès à leur fille. Quand je dis un total accès, vous comprenez. Voilà, pas besoin de faire un petit schéma. Mais un accès, mais meuf, enfin mec, c'est pas la dépendance du château quoi. Enfin, Mais voilà. alors, je voudrais un double des clés de votre fille parce que j'ai des petites affaires à gérer. Oh putain. Il devient super proche avec le tsar et la tsarine. Il se tutoie et il va jusqu'à les appeler petite mère et petit père. Bon alors pépère, Alors, petit père, on déclare la guerre. on a pris du poids là, dis donc. Bah, Nico. Et petit à petit, il a un rôle de conseiller pour le couple grâce à ses visions divines. Ah, tu as fait des aircoats à une main. Exactement, Très parce que technique. j'ai ma main droite qui est occupée avec les feuilles. Ouais. Avec Je les tiens les feuilles. feuilles. Donc, il... On est bien. il devient intouchable, il passe son temps à picoler et à baiser, et c'est pas un gars normal, je vous le rappelle. Quand il baise, il fait une sorte de cérémonie où il fait mine d'exorciser la dame. Ça s'appelle des préliminaires. Non, ouais, j'ai rarement exorcisé une dame pendant les préliminaires. Bref, donc il fait mine d'exorciser la dame qui se trouvait dans son lit avec des coups de fouet et de la violence. Oh Et non, c'est pas des préliminaires. Non, pas du tout. Ok. Je retire tout ce que j'ai dit. Et c'est qu'à la fin qu'il baisait. Et encore une fois, je ne comprends pas, les femmes l'adoraient. Elles disaient toutes qu'il était séduisant avec ses yeux hypnotisants. Mais ça sentait la drogue à plein nez. Je sais pas s'il se droguait. Non, il l'est drogué. Ouais, Je mais sais pas je s'il l'est drogué. Franchement, je sais pas. Ok, bon, dans tous les cas, c'est pas ça. Ouais, mais c'est ouf. Donc ce mec, il est complètement fou. Il a été repéré un soir en train de sortir d'un bain où il commençait à parler tout seul et à péter un câble tout seul. Ah, j'ai peur. Il y a deux des grands prêtres qui l'avaient aidé à arriver jusqu'à dans la cour du couple impérial. Ils l'ont chopé, ils lui ont dit wesh Grégory, tu deviens fou, regarde. Tu vas trop loin, c'est l'antichrist en rituel. Dans le texte, hein, j'imagine. Oui, là j'ai mis C'est une citation. ouais, des quotes. Des textual quotes. Exactement. Rasputin, il voulait absolument rien savoir. Du coup, ils l'ont battu à coups de crucifix. Putain, chaud. Ouais, pauvre Jésus. Il faisait bon vivre en cette époque en Russie. Rasputin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se plaindre à Alexandra. Oh la poucave. Ouais, elle était furieuse. Cette dernière vire les deux prêtres de la ville. Parce qu'un des deux prêtres l'a un peu mal pris. Il s'est dit, attends, c'est grâce à moi que le gars, il est là où il est. Il ose me faire expulser de ma propre ville. Culé. Tu le défonces. Ouais. Donc, il s'est enfui en Finlande, déguisé en fille. Non, Pourquoi mais je c'est sais pas. Vraiment, il fallait une excuse. Quoi. Et il a préparé un coup contre Rasputin. Le 28 juin 1914, Rasputin rentre dans son village en Sibérie. Et là, Rionia Gusueva, une ex-prostituée sans nez, Quoi? oui, elle n'a pas de nez, elle est défigurée, elle va le voir et elle lui fout plusieurs coups de couteau. Ah. Elle était envoyée par Ilédor, donc le prêtre qui a fui déguisé en fille. Elle a été envoyée pour le tuer. Donc la nana, elle a quand même planté le couteau tellement profond que ses intestins en ressortaient apparemment.
Ok, ouais. Encore une fois, bon dimanche à vous. Ouais, les gars. on est dimanche matin, là, je suis pas encore Le chauffé. soleil vient de se lever. Mais le truc, c'est qu'il n'en meurt pas. Il n'en meurt pas et il Un reste, petit peu d'aspirine sur le truc, de la sauge, hop, c'est réglé. et il reste hospitalisé assez longtemps. Et là, Ah, tu m'étonnes. je vais faire une petite parenthèse. Donc, Rasputin, il a eu une tentative d'assassinat le 28 juin 1914. On va vérifier si vous vous rappelez de vos cours de collège. Ouais, Que 14-18, s'est-il passé Première Guerre. le 28 juin 1914 C'est l'appel du Nord. Moi, je vous laisse la main là-dessus. 28 juin 14. Ouais. Bah, il a dû se passer un truc important, je pense. Oui, Oui, l'assassinat bah, de François Ferdinand. Ok, je savais. Donc, c'est ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. En gros. Voilà. Donc, cette tentative d'assassinat coïncide avec le meurtre qui va faire basculer le sort de l'Europe. Pourquoi ? Parce que Rasputin était probablement la seule personne qui aurait pu dire à Nicolas II de ne pas intervenir dans cette guerre, parce qu'il était quand même pacifiste et contre les guerres. Ah, putain. Et il n'était pas là pour lui dire. Il n'y Putain. avait pas WhatsApp et tout. Donc C'est toute sa faute, quoi. Hmm. Enfin, il était pacifiste, mais un peu tordu dans sa tête, mais bon. Oui, mais c'est déjà cool de ne Oui. pas vouloir faire la guerre et de tuer des millions de personnes. Donc, à son retour à Saint-Pétersbourg, Rasputin devient carrément un conseiller de guerre auprès de Nicolas II. La Russie vit sa pire guerre. Ils se prennent une énorme tollée. Donc, Nicolas II, il cherche en Rasputin la réponse qu'il ne trouve pas. Rasputin fait virer 4 premiers ministres, 4 ministres de guerre et 6 ministres de l'Intérieur. Après, si je peux me permettre, Nicolas Vas-y, II, vas-y. c'était quand même un type qui était archi influençable. Faut pas du tout imaginer non plus Ah oui. que Rasputin, il a réussi Oui. à prendre l'ascendant sur un type qui était super fort à la base. Nicolas II, c'est un peu. Les deux, Nicolas et Alexandra, ils Bon, sont... Ils sont hyper influençables, ils sont pas sûrs d'eux. Donc Rasputin, il a quand même trouvé le bon binôme de pigeons quand même. Ouais. C'est exactement ça. Mais donc, il a viré tout ce monde-là et ça n'a rien changé. Il y a plus de 4 millions de Russes qui sont morts. C'est le chaos à Saint-Pétersbourg. Le taux de suicide s'est multiplié par 3. Le prix du pain a explosé. La famine ravage le pays et le peuple commence à se révolter. Pas ouf, ouais. Et du coup, c'est la faute à qui ? Rasputin. Exactement. Pour beaucoup de personnes, il a une mauvaise influence sur le tsar, mais pas que. Alexandra, la tsarine, est à moitié allemande, donc l'ennemi juré. Ah, Et des putain. rumeurs courent dans les rues disant que Rasputin était un espion allemand qui bosse avec Alexandra pour diviser le peuple. Du coup, ils m'ont refoutu un coup de couteau. Un coup de crucifix. On va donc écouter maintenant le 3e couplet. Mais lorsque ses beuveries, sa débauche et son appétit pour le pouvoir furent de plus en plus connus, la pression pour agir contre cet homme scandaleux devint de plus en plus forte. Ils ont bien résumé tout ce que je dis, quoi. Oui. Sauf que ça dure 4 minutes et moi ça dure 2 heures. Donc, j'enchaîne. Félix Yusupov, c'est un aristocrate très riche, voire l'homme le plus riche de Russie, avec Dimitri Pavlovitch, le neveu du tsar, et Vladimir Pourishkevitch, député d'extrême droite. Vladimir, Dimitri et Félix. Député d'extrême droite antisémite, donc que du bon monde, se retrouvent tous les trois et commencent à préparer leur coup pour tuer Rasputin. Un soir du 30 décembre 1916, Félix Yusupov contacte Rasputin et l'invite à dîner dans son palais. Il aurait dû voir qu'il y avait un petit problème, vu qu'il était minuit, quand il a appelé. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Mec, t'as les conseils géopolitiques. Après, genre, mec, il était minuit, quoi. Donc, 4e couplet. Cet homme doit disparaître, déclaraient ses ennemis. Mais les femmes suppliaient, n'y pensez pas, s'il vous plaît. Sans doute ce Rasputin avait-il beaucoup de charme caché. Bien qu'il fût une brute, elle tombait dans ses bras. Puis, une nuit, quelques hommes de haute extraction entendu un piège, on ne pouvait pas les en blâmer. Venez nous rendre visite, insistèrent-ils. Et il est vraiment venu. Dépravé. C'est con. Donc, Rasputin arrive chez Félix et on lui donne des gâteaux à base de cyanure et du vin coupé au cyanure. C'est une recette que je connais pas, ça. Oui, il y avait assez de cyanure pour tuer 3 personnes. Donc là, Rasputin, il commence à prendre à grignoter, à boire du vin, mais il ressent que un petit mal de ventre. Il dit à Félix, putain, ton vin est bon, mais il punit ma gourmandise.
Donc les 3 garçons, ils comprenaient pas. C'est ouf, quoi. Félix, il te dit... C'est un ratel humain, quoi. T'as mis du cyanure. Ça s'écrit Orja. Et du coup, Félix, il s'est dit, putain, wallah, c'est impossible, ils sont tous arabes. Wallah. Joyeux Ramadan à tous les musulmans, d'ailleurs. C'est bien calé. Le contexte était parfait. Vraiment. Donc, il a dit, ouais, c'est pas possible, le diable doit le protéger, c'est ouf. Donc, il monte dans sa chambre, il va chercher un flingue et il tire 2 fois sur Rasputin. Rasputin tombe. Les 3 garçons. Débat l'atisme à gourmandise. Et alors? Les 3 garçons sont heureux. Ils vont célébrer tout ça dans le salon à l'étage. Puis à un moment, Félix, il était pas serein. Il dit bon, je vais quand même vérifier si Rasputin il est vraiment mort. Et le corps n'est plus là. Il ouvre la porte. Il se rapproche. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Rasputin en sang, debout, en train de mettre ses chaussures et qui ouvre la porte pour se casser. Déjà, c'est louche parce que mettre ses chaussures quand on est debout, c'est pas facile. Bah si, il y avait un chausse-pied. Et Non, mais le mec, il vient de se faire buter, il prend quand même le temps de remettre ses chaussures. il fait froid. Bah On est ouais, en non, décembre à je sais, Saint-Pétersbourg. mais quand même. On dirait un podcast d'anecdotes historiques. Le chausse-pied de Rasputin. Bienvenue sur France Culture. Donc, Vladimir Pourishkevitch tire 3 fois sur Rasputin et Félix lui le finit avec un coup de massue dans la tête. C'était une massue en C'était plastique. une massue en eau. Et là, le truc, c'est que Félix se dit oh putain, il est toujours pas rassuré. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le corps et il le jette dans le lac gelé de la Neva. La légende raconte... Sur le lac gelé, du coup. Non, il y avait un petit trou pour les pêcheurs. D'accord. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a un petit trou pour les pêcheurs Pour glisser les corps également. Et du coup, ils ont mis son corps. Donc, la légende raconte que juste avant de le jeter, Rasputin a tendu sa main et a essayé d'étrangler le soldat qui lui avait balancé dans l'eau. Ouais, mais j'y crois pas beaucoup. Non, pas là. Mec, il a 5 balles dans le buffet, du cyanure. Du cyanure dans le sang. Et donc, juste avant de passer à la fin de la chanson, je vais vous citer une phrase de Rasputin qu'il a dit quelque temps avant sa mort. Si je suis tué par des hommes ordinaires, par mes frères, toi, tsar Nicolas, tu vivras. Tu resteras sur le trône et tes enfants vivront. Si je suis tué par des seigneurs, des aristocrates, mon sang coulera sur toute la Russie et ils devront quitter le pays qui basculera et sera vaincu. Donc, du coup, la révolution russe a eu lieu quelques mois après sa mort. Donc, finalement, il était peut-être divin, ce mec. Genre, si je meurs, il se passera un truc. Allez, voilà, c'est bon. Non, mais donc, voilà, je vais finir avec le dernier couplet et je vous invite à faire attention à la dernière phrase du couplet. Ils ont mis du poison dans son vin. Il le but entièrement et dit « Je me sens bien ». Ils n'abandonnèrent pas, ils voulaient sa peau. Par conséquent, ils ont tiré dessus jusqu'à ce qu'il soit mort. Ils l'ont tué jusqu'à ce qu'il soit mort. Et la dernière phrase... Oh putain, ça n'a pas marché. Ah, fait chier. Bon, la phrase, c'est Oh, those Russians. Ah, c'était une outro à la Camille, c'est vraiment genre décevante. Non, mais trop cool l'histoire. Ouais, c'était par sympa. contre, est-ce que tu aurais l'information de pourquoi ils ont écrit cette chanson par contre? Du tout. Ok. J'ai essayé de trouver, il y a moyen. Non, mais en vrai, la chanson est cool. Ouais. Et l'histoire est plutôt épique pour un truc qui se veut dansant boogie boogie. Mais Après, bon, c'est pas une sens exacte. Enfin, non, mais leur chanson. Non, genre Rasputin, Lover of the Russian Queen, amant de la reine de Russie. Bah, il n'y a pas une reine de Russie, c'est une tsarine. Oui. C'est parce que ça rime en fait. Oui, et puis il y a un moment. Tsarine. Ça rime, ouais. Salut. Non, mais trop cool l'histoire. Voilà. Ça, c'est cool. Oui, c'était un prophète éclairé, on va dire, mais enfin éclairé, plutôt qui avait de la lumière, pas dans toutes les pièces. Oui. Et il a surtout surfé sur une vague qui lui a permis d'arriver là où il était. Et puis il a dû balancer une paire de MST parce que putain, il n'y avait pas trop de protection à l'époque. Mais les détails. Ouais. les détos. Un détail des détos. Donc, Camille... Très bien, donc la peste noire. Ouais. J'ai la peste, moi. La peste, tu te rends compte, hein? Et on fait comment maintenant? Vous prenez l'aiguille et vous piquez le cul du rat. Bon, là, c'est un rat empaillé, mais c'est pour vous montrer. Je suis malade.
C'est Chimène Badi. Lara Mais Fabian. non, ça va pas bien. putain. Mais... Juste avant que tu commences, quand Camille me disait oh je sais pas quoi faire et tout, ah tiens je vais faire sur la peste, c'est cool non? Ouais, faut savoir qu'on aime beaucoup Camille, mais on a des discussions particulières avec elle de temps en temps. Je voulais partager ça avec tout le monde. Voilà. Donc moi j'ai pas prévu de vous parler de la peste noire parce que la peste noire c'est le nom qu'on donne à l'épidémie de peste au Moyen-Âge qui a ravagé l'Europe entière pendant presque un siècle. Moi j'ai envie de vous parler de la dernière grosse épidémie de peste qui a sévi en Europe, à savoir la peste de Marseille en 1720. Parce que madame ne fait rien comme tout le monde. Les gens veulent les rats, ils veulent les médecins. Bah non, mais là il y a des rats aussi, il y a des médecins aussi. très Enfin, tu veux du cadavre et de la pourriture, tu en auras mon ami. Très bien. Donc en 1720, Marseille c'est une ville qui n'a pas changé d'endroit, qui se trouve toujours là où elle se trouve aujourd'hui dans le sud de la France. Et c'est une ville rayonnante, prospère, grâce à son port tout simplement et au commerce. Et en plus de ça, c'est une ville qui n'a pas connu de grosse épidémie de peste depuis plus de 50 ans. D'accord. Même avec tu sens tout le passage, tous les bateaux. Voilà, ouais, c'est ce qui est assez étonnant pour l'époque, c'est ce qui fait que c'est une ville qui se porte super super bien. 50 ans ça me paraît. En 1720, bah non, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de grosse épidémie de peste pour une ville portuaire, c'est vraiment pas mal. Hein. Parce qu'il y a plein de gens qui passent. Mais oui, parce que Marseille fait du commerce quand même avec tout le bassin méditerranéen, mais, et notamment avec l'actuel Liban, Syrie et Israël, où là-bas il y a des épidémies de peste. Ouais, mais ça fait bizarre, c'est comme si tu te dis oh putain, ça fait 6 mois que j'ai pas eu la gale. Wouh. Oui, mais t'es un peu dans là-dessus. Mais justement, comment est-ce que Marseille, à cette époque-là, elle arrive à être préservée de la peste? Eh bien, tout simplement parce que c'est une ville où il y a des mesures d'hygiène absolument drastiques pour les commerçants. Ah bah, ça a bien changé. Merci. Je t'ai vu en train de bouger ta bouche. Donc, c'est quoi ces mesures? Eh bien, en fait, lorsqu'on a un bateau commerçant et qu'on revient à Marseille avec sa cargaison, le capitaine du bateau, en fait, il doit quitter le bateau alors que le bateau est encore dans la baie. Et il doit se présenter à un bureau à l'entrée du port de Marseille et il doit présenter une patente. Donc en fait, une patente, ça va être un document papier qui va être rempli lors de toutes les escales qu'il a fait pour le retour. Et il y a 3 types de patentes, je crois, mais il y en a surtout 2 principales. Il y a la patente dite nette, c'est-à-dire que une patente nette, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort à déclarer à bord du bateau pendant la traversée, qu'il n'y a pas l'air d'avoir de maladie, enfin bref, que ça va plutôt bien, et que le bateau, il revient d'un endroit où il n'y a pas de peste déclarée. Okay. Voilà. Et il y a l'autre patente, la patente brute, donc ça c'est soit quand on a eu des morts à bord, ou qu'on vient d'une région à risque, par exemple le Proche-Orient, où comme je vous l'ai dit, il y avait des cas de peste assez violents. Voilà. Lorsque la patente, elle est brute, le bateau, les passagers et la cargaison sont envoyés en quarantaine sur un îlot rocheux, et c'est une quarantaine qui peut durer jusqu'à plus de 2 mois. Putain. Ouais. Donc s'il y a la peste à bord du bateau, en fait tous les marins vont en crever. En gros, c'est le concept, mais la peste n'arrive pas à bord. C'est plutôt malin pour le coup. Oui, c'est horrible pour les marins, mais c'est vachement bien pensé. Et par contre, si la patente est nette, il y a quand même une quarantaine qui a lieu au port, un petit peu à l'écart, qui dure en général moins longtemps, qui va durer plutôt 15 jours, 3 semaines, mais c'est vraiment pour s'assurer que ça roule. Que ça roule quand même, mais on attend quand même un petit peu avant de sortir les marchandises. Mais ouais, j'allais dire par rapport aux marchandises, le fait d'attendre genre 1 mois, 2 mois, c'est pas compliqué pour là non, parce que de toute façon, comme c'est des marchandises qui viennent de loin, c'est pas des denrées périssables rapidement. Okay. Dans tous les cas, c'est des tissus, de l'huile. Ou des olives, enfin des choses qui se conservent bien dans des bocaux, etc. Donc non. Ouais, c'est pas de la viande. Ouais. Par contre, quand il y a des grosses quarantaines à l'île de Jard, donc en cas de patente brute, en fait l'île de Jard c'est exposé au vent. Enfin, la marchandise reste dans le bateau et donc quand c'est des tissus ou quoi, ça s'abîme. Et donc là c'est pas cool, les grosses quarantaines, c'est pas cool pour les marchands, pour les personnes qui ont acheté tout ça, parce que ils perdent en général leurs marchandises quand le bateau est mis en quarantaine. Voilà. Donc les faits, on est le 25 mai 1720 et il y a un gros bateau de marchandises qui revient après 9 mois de voyage qui s'appelle le Grand Saint-Antoine. Et donc le Grand Saint-Antoine, il arrive en vue du port de Marseille, et comme ça doit se faire, eh bien le capitaine du Grand Saint-Antoine sort et se rend au bureau à la douane. Et lorsqu'il arrive à la douane, en fait, il déclare, je crois qu'il a eu 8 ou 10 morts pendant la traversée. Donc il déclare des morts, et en plus il revient des côtes libanaises, et comme je vous l'ai dit, parce qu'il avait acheté du tissu de Damas, et comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, Damas est totalement ravagé par la peste. Donc en théorie, il est censé avoir une patente brute. Que nenni, patente nette. Et comment ça se fait?
Eh bien, tout simplement parce que à cette époque-là, entre guillemets, les maires de la ville, les maires de Marseille, sont des négociants. À cette époque. Non, mais il me semble qu'aujourd'hui, les maires de Marseille sont pas ouf, mais. Non, mais voilà, mais là, c'est des gros négociants. La cargaison du Saint-Antoine, elle vaut l'équivalent de presque 10 millions d'euros aujourd'hui. Ok. Bon, ça et a pas trop changé, c'est quasiment que des tissus. Bon, de toute façon, la peste, elle se passe pas avec de l'huile d'olive, elle se passe qu'avec des tissus. Enfin, ça, on en reparlera. C'est quasiment que des tissus. Et comme je vous l'ai dit, exposer les tissus sur l'île de Jard. Donc sur l'île. Ça ferait perdre la valeur du truc. Ah, mais ça flingue les tissus, c'était impossible. Et donc, du coup, malgré le fait qu'il y ait eu des morts et qu'ils reviennent d'une région à risque, eh ben, on s'est dit, entre perdre énormément de pognon ou prendre un petit risque, allez, on va prendre le petit risque parce que on s'est dit, ouais, les 8 mecs qui sont morts sur le bateau, ils sont peut-être morts à cause de mauvaises denrées alimentaires, tu vois. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a aucune preuve que les 8 gars, effectivement, soient morts de la peste. Ça, on n'en est pas sûr du tout. Oui, il n'y a pas de preuve. Mais... Non, mais voilà. Et alors, donc, du coup, on met le Grand Saint-Antoine, comme je vous ai dit, dans la petite zone de quarantaine, proche du port. Et là, il est censé y passer 15 jours. Mais assez rapidement, les marins vont pouvoir rentrer chez eux. On n'est pas censé pouvoir vendre les marchandises tout de suite, il fallait attendre 15 jours. Mais en fait, on va quand même sortir un petit peu de tissu par fraude, enfin voilà, forcément. Et donc, la fin juin, moins d'un mois plus tard, il y a des gens, étonnamment, dans Marseille, qui meurent. Ah. Voilà, donc là, on commence à se poser des questions. On ne pense pas du tout à la peste. Parce que la peste a des symptômes qui sont au début assez lambda. La fièvre. Ouais, la peste, c'est les premiers symptômes qui apparaissent, c'est des céphalées, c'est des maux de tête. Des petites quintes de tout. Excusez-moi. Ça va, pas trop mal à la tête, Camille. Voilà, c'est des céphalées, c'est de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires ou articulaires. Une petite grippe, quoi. En fait, voilà, c'est les symptômes de la grippe. Donc, on s'inquiète pas spécialement au début. C'est un médecin quand même qui va donner l'alerte début juillet. Il va aller examiner des personnes, toute une famille qui a été décimée en 4 jours. Et là, il va remarquer des bubons. Donc en fait, c'est ce qui apparaît au bout de 4 ou 5 jours. C'est à l'endroit en fait où on s'est fait piquer. Voilà, c'est des grosses verrues noires qui suintent, qui sont absolument dégueulasses. Et donc là, il va alerter les autorités de la ville qui vont finir par le croire et qui vont se dire ah merde, effectivement, il y a peut-être la peste. Et donc là, c'est rigolo parce qu'on s'est dit ok, on va remettre toute la marchandise sur le Grand Saint-Antoine et on va le mettre en quarantaine. Et tu fais non les gars, c'est un peu haché, mais pourtant ils l'ont fait. Ils ont remis toute la marchandise, ils ont récupéré les matelots, ils les ont mis sur le Grand Saint-Antoine, ils ont envoyé tout le monde en quarantaine. Je crois qu'il y a 2 matelots qui sont morts de la quarantaine parce qu'il faisait trop chaud, en plein cagnard, il n'y avait pas un pet d'ombre et tout, donc ils sont morts déshydratés sur leur rocher. Mais le mal était fait en fait. Donc la peste, elle se propage, elle se transmet essentiellement par les tissus parce qu'en fait, elle se transmet par les puces. La peste. D'accord, je sais pas. Par les piqûres de puces. En fait, les puces sont contaminées. Elles vont se déplacer essentiellement sur les rats. Donc, des grosses villes à cette époque-là, au XVIIIe siècle, il y a des rats forcément un peu partout. Donc, c'est pour ça que ça se propage très très vite. Et en fait, une puce, c'est simple. La bestiole, elle vient et elle va, vous savez, elle va vous piquer tout simplement. Et en vous piquant, elle va vomir le bacille, la saloperie. Et si vous grattez pas, vous n'allez pas mélanger le vomi au sang. Et donc, du coup, tout va bien. Mais si vous grattez, vous savez, le mec de cette époque-là, il va faire « Oh, morbleu, une puce !» comme ça, mais il va se gratter. Tu vois ? Et là, pouf, tu mélanges. Tu fais la mayonnaise. Voilà, tu mélanges la saloperie avec le sang. Et je sais pas si vous vous souvenez. Et là, c'est foutu. C'est le même principe qu'avec la poudre à faire des zombies. En fait, il y avait une des poudres qui servait à faire des zombies pour le vaudou, qui était genre un mélange de trucs urticants et de poudres, on va dire, hallucinatoires, etc. Ouais. En fait, l'urticant était fait pour te donner envie de te gratter, pour que tu crées des sillons pour que la substance rentre dans le sang, en fait. Oh putain. Voilà, donc, ça c'est malin. Mais du coup, j'imagine c'est le même principe. Genre, si tu grattes pas, ça va. Si tu grattes, voilà, normalement, c'est censé. Mais forcément, tu te grattes. Et à cette époque-là, c'est surtout qu'on n'a aucune putain d'idée que ça vient de ça. J'imagine. En fait, donc voilà, à cette époque-là, la peste, c'est le mal absolu. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas la guérir. Mais on n'en a aucune idée. Donc, pour la guérir, il y a 3 options. Enfin, il y a 3 écoles. Il y a ceux qui vous diront il faut prier mon enfant parce que c'est un mal de Dieu. Voilà. Les homéopathes de l'époque, donc. Voilà. Prenez du sucre et de l'eau. La deuxième option, c'est qu'on pense que ça se transmet par l'air, donc du coup on fait cramer de l'encens, de tout à tire-larigot, enfin voilà. Et la troisième option, c'est que
C'est un mal qui est dans la peau, dans les sangs, enfin dans les fluides corporels, ce qui est pas tout à fait faux. Et donc non, du coup, on perçait les bubons. Ça devait être très très agréable. C'est la pire idée de la terre. Ouais, en plus, ouais, ça relâche le truc. Ah ouais, donc on te perçait tes bubons et on était là. Regarde, ça gicle, c'est bon, le mal il part. Voilà. Un accent chelou, un accent du sud-ouest, mais du nord de la Méditerranée aussi. Voilà, donc en gros, il n'y a pas grand-chose à faire à cette époque-là quand on a les symptômes qui apparaissent. Et pour vous faire une idée, on a 7 chances sur 10 de mourir si on attrape la peste. Voilà, donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre que ça passe. Mais par contre, on ne meurt pas forcément de la peste. On a quand même 30% de chance à peu près de survivre. Ah, je pensais que c'était fatal. Ah non, c'est pas nécessairement fatal. Je sais pas. Si on survit bien à la fièvre, etc. Alors c'est sûr que les classes populaires sont plus défavorisées Puis pas trop d'aspirine, que les classes riches. C'est une maladie qui touche tout le monde, la peste, parce que les puces, à cette époque-là, c'est difficile de s'imaginer pour nous aujourd'hui, mais elle est vraiment dans le quotidien des habitants à cette époque-là, la puce. C'est un animal qu'on retrouve absolument partout. Puis même quand on voit aujourd'hui, à Paris, c'est facile de voir des rats au final. Il n'y a pas que à Paris, mais à Paris, dans le métro, dans certains restos, désolé, mais ça arrive, c'est comme ça. Mais ouais, au final, ça peut vite se propager, puis ça passe par les tissus. Il y a plus de gens habillés que de gens à poil, ma foi. Donc, les études le montrent. Mais les classes riches sont quand même un petit peu plus à l'abri, entre guillemets, de la peste pour 2 raisons. D'une part, ils ont moins de proximité justement avec les rats, etc. Enfin, ils n'ont pas la promiscuité de la rue. Des ruelles sales, etc. qu'on a à l'époque. Eux, ils vivent à l'écart dans leurs hôtels particuliers, donc ils ont moins de chances d'avoir des puces pas saines. Et en plus de ça, tout simplement, dès qu'il y a un début d'épidémie qui s'est annoncé dans une ville, eux, ils peuvent se casser. Ouais. Ils ont les moyens, en fait, de dire « Oh, c'est pas grave, Josiane, on va aller à la résidence secondaire à Aubagne, et puis voilà, quoi. » Et puis à l'époque, on pouvait facilement aussi mourir des symptômes, entre guillemets, genre, en fait, une fièvre, ça peut buter, quoi. Mais bien sûr. Donc si t'as même des produits naturels pour faire baisser la fièvre... C'est pour ça qu'en France, encore aujourd'hui, malheureusement, t'as des gens qui meurent de la grippe, les personnes âgées, etc., qui sont plus sensibles à la fièvre que d'autres, quoi. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le Grand Saint-Antoine, on renvoie le bateau, on le crame. D'ailleurs, ils ont ressorti à Marseille il n'y a pas très très longtemps. Ouais, ils ont brûlé le bateau et le reste de la cargaison. Et ils ont ressorti à Marseille, il y a, je sais pas, peut-être 6 ans, un truc comme ça, son ancre. Ils ont réussi à retrouver, ça faisait des années, ils ont retrouvé l'encre du Grand Saint-Antoine. Mais vous allez comprendre pourquoi c'était important, parce que c'est vraiment une histoire très importante dans l'histoire de Marseille. Et le capitaine du Grand Saint-Antoine, il est envoyé en prison. Alors moi j'ai toujours trouvé ça assez amusant parce qu'il est clairement pas seul responsable. Le type, j'ai envie de vous dire, on lui a donné une patente. Lui, ça le faisait peut-être un peu chier de se taper aussi 2 mois de quarantaine sur un îlot rocheux. Donc le mec, s'il s'est dit, ça passe, nickel. Mais au final, les vrais responsables, c'est les commerçants qui ont dit, vas-y, il y a un risque, mais en même temps, on n'a pas envie de perdre notre bif, donc on va laisser passer. Donc l'épidémie, elle va se propager super vite. Donc, comme je vous le dis, fin juin, début juillet, on a des morts dans des quartiers, mais c'est un petit peu clairsemé. Début juillet, on se rend compte que c'est la merde. Mi-juillet, c'est le gros bœul, on ferme le port. Et fin juillet, il y a une décision qui est prise par l'Assemblée de Aix. Marseille. On ferme Marseille. Les habitants n'ont plus le droit de sortir. Avec quarantaine sur toute la ville, quoi. Absolument. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes saines, elles doivent se démerder pour survivre. Sympa. On met Marseille en quarantaine, exactement. Putain. Donc Marseille, pour vous faire une idée, c'est un peu moins de 100 000 habitants à l'époque. Plutôt beaucoup. C'est plutôt beaucoup. Tout à fait. Donc on ferme les portes de la ville et on se dit, comme ça, au moins, la peste ne sortira pas de la ville. Si, que nenni. Là, je vous parle de Marseille, mais c'est une peste qui s'est étendue dans toute la Provence. Et puis elle est remontée jusqu'à Avignon, cette peste. Les puces, ça peut passer aussi par les oiseaux. Oui, bien sûr, non, mais puis par les rats. Les rats peuvent sortir de la ville, tout, quoi. D'ailleurs, ils avaient à l'époque construit des murs, je crois, pour, entre guillemets, arrêter la peste. Ouais, et ils foutaient le feu, mais un petit peu comme la bataille de Winterfell. Tac, ils font le feu tout autour. Voilà. Ça a bien marché, d'ailleurs. Très bien, très belle analogie. Voilà. Donc, pour les Marseillais qui restent dans la ville, autant vous dire que il faut d'une part essayer de pas choper la peste, il faut réussir à se nourrir, mais il n'y a plus d'échanges du tout commerciaux, donc ça devient la merde. Et il faut essayer de maintenir quand même des conditions d'hygiène assez bonnes dans la ville. À partir de fin juillet, on commence à être à 500 morts par jour. Ah ça va vite. Et à partir de mi-août, on est à 1000 morts par jour. Mais du coup, toute la population a dû être décimée? Non, pas toute la population, mais ça va vite. Et donc, au début, on charge les corps sur des
sur des chariots. Des carrioles. Ouais, voilà. Et à la fin, on passe à des tombereaux. Donc des tombereaux, en fait, c'est des énormes trucs en cas de guerre ou en cas justement de grosse épidémie pour pouvoir foutre une 50aine de corps dessus. Sauf que les types qui sont chargés les fossoyeurs qui sont chargés de nettoyer les rues des corps, bah, ils meurent aussi. Ouais, ouais. Et donc au bout d'un moment, bah, en fait, ça s'entasse. Et ça peut nous paraître super secondaire, mais non, c'est encore pire pour les conditions d'hygiène à cette époque-là, parce qu'il y a les chiens errants qui débarquent et puis qui commencent à bouffer les cadavres de tout le monde. Il y a des mères qui constatent ou des pères qui constatent qu'ils ont des symptômes de la peste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident pour que leurs enfants ne l'attrapent pas. Enfin, mais c'est l'apocalypse pour les gens de l'époque. Donc il y a des personnes super courageuses, il y a des prêtres, notamment beaucoup de témoignages de prêtres super courageux qui sont allés de maison en maison pour donner les derniers sacrements aux gens et qui eux aussi chopent la peste, donc meurent. Donc les églises ferment, les commerces ferment, la ville ferme, en gros. Total shutdown, quoi. Ouais. La ville est en train de muer. Mais je trouve que on est vraiment dans un truc totalement apocalyptique. Mais on sait à combien d'habitants la ville est descendue? Ah oui, ça je vais vous le dire. Oui, tout à fait. 7. Et à partir du mois de septembre, l'épidémie commence, de fin septembre, l'épidémie commence à reculer un petit peu. Ça, c'est ce qui est entre guillemets assez étonnant dans les épidémies de peste. Donc en 3 mois, quoi. C'est que ça commence, elle s'arrête pas, hein. Elle recule un peu, c'est-à-dire elle devient moins virulente. Mais en huis clos, toutes les épidémies de peste, au bout d'un moment, finissent par s'arrêter plus ou moins quand même d'elles-mêmes. Bah, sinon, l'humanité aurait été décimée par celle du Moyen-Âge. Hein, voilà. Oui. Mais ça finit par s'arrêter un petit peu tout seul, ça finit par reculer. Et en plus de ça, il y a des personnes super courageuses qui se sont dit, même si c'est le chaos dans la ville, il faut continuer vraiment à essayer de maintenir une vie normale et de nettoyer la ville. Et il y a notamment un personnage qui s'appelle le Chevalier Rose, qui était un chevalier marseillais. Et alors qu'il n'y avait plus personne pour nettoyer les rues des cadavres ou quoi, il a trouvé quelques bénévoles et puis il a dit allez, on finit de nettoyer les rues et déjà on va grave assainir. Et le type en quelques jours, il a fait ramasser je sais plus 1000-2000 cadavres. Chapeau. Et il a assaini la ville de ouf. Et il a chopé la peste. Mais il a survécu à la peste. Putain, pour convaincre les gens d'aller faire le ménage là-dedans, il fallait y aller. Hein. Bah, en fait, au début, on a proposé des sommes super alléchantes aux gens, mais malgré tout, voilà, il n'y avait plus beaucoup de volontaires. Et donc, à la fin, en fait, on prenait des forçats et des prisonniers en leur disant si vous survivez, vous faites ça pendant une semaine, et si vous survivez, on vous rend la vie sauve. Sauf que du coup, c'était libéré des brigands, et donc c'était encore plus le chaos dans la ville. Enfin, ça a été vraiment le gros zbeul. Le zbeul de l'espace. Voilà. Je tiens quand même à préciser que les échevins de la ville, donc les maires de Marseille, sont restés. Ils n'ont pas fui. C'est à cause d'eux que la peste est rentrée dans Marseille, mais je pense que avec un petit poil de culpabilité, ils sont restés et eux-mêmes ils se sont mis à la tête de légions de forçats pour aller ramasser les corps dans la rue, etc. Donc c'est quand même des mecs qui ont chopé un petit peu le taureau par les cornes et qui se sont dit il faut qu'on montre l'exemple aux habitants de Marseille. J'aurais adoré voir Ayam faire une chanson sur ça. Voilà, pardon. Ok. Mais si. Donc, comme je vous le dis, à partir d'octobre, la peste commence à reculer, en tout cas à Marseille. Et c'est seulement en 1722, donc au final 2 ans après l'arrivée du Grand Saint-Antoine, que Marseille se déclare ville saine. Chaud. Et que la peste est partie. Mais en Provence, ce sera encore, je crois, des années plus tard. Au total, c'est plus de 40 000 Marseillais qui ont perdu la vie sur les 3 mois les plus forts. C'est énorme. Ouais, donc c'est quasiment la moitié de la ville en 3 mois. Pas mal. C'est pas mal, hein, voilà. Et pour toute la Provence, c'est un peu plus de 100 000 personnes. Le cours de l'immobilier a dû chuter, j'imagine. Voilà, c'est 100 000 personnes pour toute la Provence, donc c'est quand même énorme. Bah oui. Ouais. Et les conséquences, elles ont été archi redoutables d'un point de vue économique, surtout parce que le port a fermé pendant 30 mois. Voilà. Et puis les premiers clients ne devaient pas être chaud, je pense. Pour le Royaume de France aussi, ça a été compliqué parce que les impôts. Le port a fermé pendant 30 mois. Ouais. 30 mois 30 mois, le port, il a fermé pendant 30 mois. C'est quasiment 3 ans. Ouais. Putain. Ouais. Donc, pour une ville comme Marseille, c'est l'enfer. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ça, après, ça te crée des famines, des disettes, etc. Là, on parle du nombre de personnes qui sont mortes de la peste, mais il faudrait rajouter à tout ça tous ceux qui sont morts des conséquences indirectes, en fait. Tu m'as dit, on est en quelle année, là ? On est en 1720. On est 5 ans après la mort de Louis XIV. Okay. Voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Quand est-ce qu'il était mort? On est sous la Régence, ce qu'on appelle la Régence en France. Voilà. Et donc du coup, mais même à Paris, en fait, on a flippé parce que la peste s'est répandue tellement vite dans le sud de la France qu'on s'est dit, mais mince, ça va remonter parce que
parce que on fait des échanges commerciaux en fait avec Marseille, entre Marseille et Paris. Et donc le régent, il va carrément avec le conseil à Paris de prendre la décision de ne plus faire d'échanges commerciaux, de boucler en fait la Provence en quarantaine. Ah ouais, donc ça prend des ampleurs plutôt. Oui, mais c'est-à-dire on a abandonné les Marseillais et au-delà de ça, les habitants d'Aubagne, d'Aix, d'Avignon, crevés en fait, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas vraiment d'autre option. Donc, est-ce que vous savez depuis quand on peut vaincre entre guillemets la peste? À partir de quand? Ça doit être assez récent. Ouais, c'est plutôt récent. Le milieu du 19e. Alors pas milieu, mais fin du 19e. Putain. En 1894, c'est à Paris qu'on a découvert ça, à l'Institut Pasteur. C'est Alexandre Yersin qui va découvrir la bacille, qui est responsable de la peste. Donc en gros, je crois qu'il y a 3 types de peste. Il y a la peste bubonique, donc c'est celle-là qui est la moins violente. Ah, ouais, voilà, qui est la moins violente. Il y a la peste... Ah, la moins violente, dans quel sens? La moins mortelle? La moins mortelle, ouais. Ok. Ouais. Bah, vas-y, il y a la peste septicémique, je crois. Un truc comme ça. Enfin, bon, déjà, le nom, il est pas cool. Et il y a celle où tu es sûr de pas t'en sortir. Il me semble que c'est la peste pulmonaire. Et donc, en fait, la peste bubonique peut évoluer en gros, ça te prend les poumons après, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Oui. Mais la peste pulmonaire peut être une des conséquences de la peste bubonique. C'est marrant parce que je croyais vraiment que la peste bubonique c'était la plus vénère. Ouais. Bah en fait non, c'est la plus commune. C'est celle qu'il y a le plus souvent et c'est une des seules où tu as une chance de t'en tirer. Et aujourd'hui, on a tout simplement un vaccin qui a été mis au point à la toute fin du 19e siècle, donc assez rapidement en fait après la découverte du bacille, ce qui fait que il y a toujours à notre époque des épidémies de peste. Il y en a eu une récemment à Madagascar, il y en a malheureusement dans plein de pays, mais ça se soigne beaucoup plus facilement. Okay. Et on est beaucoup mieux pris en charge. Enfin, je crois que les taux de mortalité de la peste bubonique, en tout cas aujourd'hui, sont, Dieu merci, beaucoup plus faibles. Mais pour ceux qui ont les moyens de se payer le traitement, bien sûr, et d'avoir accès au traitement, c'est le problème. Voilà. Sachant que, petite anecdote, en gros, une maladie, plus elle va être rapidement mortelle, moins elle sera... se répandre. Oui, voilà, exactement. Donc si c'est mortel en 2 jours, bah en fait ça va être très très localisé, ça va se répandre. Et c'est peut-être pour ça que la peste bubonique se répand aussi facilement, c'est qu'elle met du temps à agir. Les joueurs de Plague Inc. Exactement, ça que oui, je pensais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce merveilleux jeu. Jamais de symptômes mortels dans les premières minutes. Bah merci, en tout cas c'était cool. Mais de rien. Je t'avoue que quand tu parlais de la peste bubonique, j'avais un peu mon corps qui aimait des pas bubons. trop. J'avais des gens dans le ventre et dans la gorge, j'étais genre oh ça me dégoûte. Non mais moi je trouve ça ouf au final qu'il n'y ait jamais eu de personne jugée responsable pour ça parce que c'est quand même suite à une erreur humaine. Bah c'est même pas le problème, c'est que c'est même pas une erreur quoi, c'est intentionnel entre guillemets. Bah en tout cas oui, ça a carrément l'air de l'être quand on regarde les archives aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait intentionnel quoi. Donc ils s'en sont bien sortis les petits loustiques. Les Marseillos. Effectivement. Mais non, très cool, j'en avais jamais entendu parler, c'est plutôt ouf, parce que j'avoue, 40 000 morts sur 100 000, plutôt costaud. Ouais, ça a totalement changé, je pense, la suite de l'histoire de Marseille. Ah oui, bah complètement. Ça aurait pu devenir une mégalopole. Voilà. Bon, du coup, il me semble qu'on a un petit pourquoi qui arrive. Ouais, un petit. Hein. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? Alors, pourquoi, bon Dieu? Pourquoi quoi? Bah pourquoi t'as fait ça, quoi? Quand tu dis ça, Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Je ne sais pas en plus! vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des bam 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 et tac 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 tac. T'es la seule à connaître le jingle par cœur. Oui, mais je crois que le jingle va être plus long que ton sujet. C'est possible. C'est très simple. Je voulais vous Tu parles expliquer. du T9, ça va mal se passer. Non, je le ferai un jour. Je voulais vous expliquer pourquoi on dit faire un bide. Putain, parce que quand on a un gros ventre, ça ressemble à un 0. Alors, il y a un rapport avec le ventre, en effet. Bah oui. Un bidon, on voit ce que c'est. Oui. Ouais. Jar, voilà, un contenant. Je pense que c'est par rapport où, dans le passé, genre t'avais des pestacles qui n'étaient pas forcément payants, et ou bien suivant ce que tu gagnais pendant le spectacle, donc suivant le nombre de spectateurs que t'avais, t'avais le ventre plus ou moins plein. Alors, il y a un rapport avec le spectacle. En fait, faire un bide, il y a 2 versions, en gros, parce qu'on ne sait jamais exactement d'où vient l'expression. La première, c'était que lorsqu'un comédien faisait un spectacle nul à chier, les gens se barraient en rampant. Cela me paraît pas très crédible. L'autre, par contre, qui me paraissait plus crédible, elle serait apparue au cours du XXe siècle, donc dans le milieu du théâtre, et ça décrirait le cauchemar d'un comédien qui serait sur scène de trébucher et de se viander la tête, enfin, de tomber sur le ventre, quoi, de face. Okay. Donc faire un bide, ce serait faire une chute sur scène, en fait. Et du coup, après, public hilar et on est foutu.
Et donc faire un bid viendrait de là. Ça désigne toujours aujourd'hui un échec et un raté. Voilà, en gros. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit que quelque chose est bidon. C'est un dérivé aussi de cette expression-là. Ça venait en fait de faire un bid, de tomber sur le ventre dans un pestacle. Effectivement, c'était succinct. Et oui, j'ai fait 10 secondes de plus que le jingle. Mais qu'est-ce que tu voulais que je développe derrière? Ben non, mais très bien. C'est arrivé un jour à un mec qui s'appelait Eric à Pontarlier. Mais non, mais on prend l'information. Fort bien, fort bien. Et pour le T9, sinon, c'est parce qu'il y a 9 touches. Voilà, texte 9, T9. Voilà, maintenant vous l'aurez appris chez Pardon Maman. Allez. Est-ce qu'on continue pas? Ouais, non, on arrête. J'enchaîne sur le diamant. Un diamant très rare. Shine bright like a diamond. Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde. Shine bright like a diamond. Un diamant d'innocence. Je vous raconte cette histoire. Plus track sur YouTube. Ouais, mais ouais, c'est pas grave. Bon, de toute façon, avec le J'avoue. bonnet M, je pense qu'on est bien. C'est vrai. Du coup, les diamants. Déjà, pourquoi j'ai eu envie de d'écrire ce sujet? Bêtement parce que j'étais. Parce que t'es vénal. Non, oh putain, même pas. Donc je vais devoir me calmer pendant la quasi-entièreté de ce sujet, vous comprendrez pourquoi. Mais non, bêtement parce que j'étais à Milan dans un musée et j'ai vu différentes tailles de diamants et je trouvais ça ouf parce que déjà j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait différentes façons. Enfin, si j'avais fait gaffe, mais c'est toute une science de tailler un diamant. Et après je me suis dit putain, mais c'est ouf comment les gens se sont pris la tête pour faire ça. Et voilà, de fil en aiguille. Super. Voilà. Donc déjà. On va commencer comme d'habitude par voir la base de la base. Qu'est-ce qu'un diamant? C'est une Pierre précieuse. C'est un joli caillou. Oui, une pierre précieuse, très bien. Et alors, sachant que pierre précieuse, c'est une définition qui est, je dirais pas franco-française, mais pas loin. En fait, c'est un terme qui était utilisé jusque-là et qui est plus officiel depuis quelques années à peine. Mais à la base, les pierres précieuses, il y en avait 4. Est-ce que vous le connaissez? Le saphir. Émeraude. Ouais. Le rubis. Ouais. Saphir, émeraude, rubis et Diamant. Oui, bien. J'ai cru que on allait tourner genre, ah putain, je sais pas. Ouais, c'est ça. Rubis, saphir, émeraude et diamant. Ah ouais, je savais pas, j'ai cru le saphir et tout ça, c'était des diamants. Non. Mais il peut y avoir des trucs, mais Ok. tu verras, mais non. Donc la définition d'une pierre précieuse, c'est pour ça qu'elle est plus officielle maintenant. En tout cas, il y a une définition, un terme international qui est utilisé pour ces trucs. Et en France, en tout cas, la définition c'était plutôt subjectif parce que ça dépendait de la rareté, de la réflexion de la lumière, mais aussi de la beauté des pierres et des reflets qu'elles pouvaient avoir. Donc autant dire que c'était genre c'est plutôt rare, c'est plutôt joli, donc c'est une pierre précieuse. Bon, c'était un peu chelou. Le diamant, j'imagine, enfin on a souvent entendu les caractéristiques principales du diamant, vous les connaissez certainement. C'est archi dur. Ouais, c'est composé de quoi? Plusieurs faces. Comme Non, tout mais ce qui n'a pas une face. plein de faces, plein de facettes. Pas forcément, ça on en reparlera, mais c'est composé de quoi? carbone. Ouais, c'est du carbone pur. Donc c'est une des formes de cristallisation du carbone. Tu savais pas? Non, je connais pas le carbone. Moi, je savais pas. Non, mais je savais pas que le diamant c'était du carbone. Ah d'accord, très bien. Bah Mais voilà, on est là pour c'est ça. fait. On est là Oui, pour ça. merci. Et c'est donc une des formes de cristallisation du carbone. Une autre que vous connaissez certainement, qui est Le charbon. oui, le graphite, le charbon. Arrête donc, de me poser des questions, c'est dimanche matin, je vous le rappelle. ouais. Mais c'est le charbon, barbecue, tout ça. T'es en Mais train donc, de nous dire qu'entre un collier de diamant ou un collier de charbon, en fait, t'es à peu Alors, près dans le même délire. Quoi. il y a des différences, mais en tout cas, ça reste La ça même peut- matière ça peut première. être voilà du carbone pur. Donc, mais au final, effectivement, t'as raison, c'est un minéral quoi. Donc c'est un caillou globalement. Donc vous sentez que j'ai pas la passion du diamant globalement. Non, pas trop. La particularité. On dirait moi qui parle de foot. Ah bah tiens, bah, On c'est- va se calmer, ok? Donc la particularité du diamant, c'est qu'il a une structure cubique parfaite, ce qui lui donne une bonne partie de ses propriétés exceptionnelles. Et en fait, ce qui va différencier du charbon et d'autres trucs, c'est que Il est pas C'est beau. friable. alors déjà, et puis pour obtenir ces caractéristiques exceptionnelles, il a fallu des conditions exceptionnelles. Donc c'est du carbone qui était soumis à très haute pression et très haute température. Je sais pas exactement, mais ça monte très très haut. Et ces conditions extrêmes sont généralement réunies quand on se rapproche du centre de la Terre. Donc c'est là que se sont formés les diamants. Et par la suite, ils se sont échappés vers la surface par on va dire pas des courants de roches qui sont remontés, soit par des éruptions, soit juste par des déplacements de plaques et des courants de roches qui remontaient quoi. Donc les diamants sont emmenés au sein d'autres couches de minéraux. Est-ce que vous avez une idée du temps de formation des diamants? Parce que quand vous voyez genre une bague avec un diamant dessus, vous savez à peu près quel âge a la pierre? Longtemps. Ouais, mais genre vraiment, une estimation, allez, hop, Quelques millions. Avant le Moyen-Âge. allez, chacun une estimation. 3-4 millions. Ok, Ouais, Hicham. 12 millions.
Camille. 1000 millions. Ah, et ben c'est Camille qui a raison. Ouais. Parce que c'est entre 1 et 3 milliards d'années. Oui, sauf Et que 1000 bim. millions, ça n'existe pas, donc tu es éliminé. Bah, Pourquoi? Bah si. Tu dis pas 1000 millions. Bah, si. pourquoi pas? Bah tu dis 1 milliard. Mais Bah, non. Tu dis ce que tu veux. Bah Bah non. attends, Bon, allez, excuse-moi, Doc il dit bien 1000 milliards de 1000 sabords. On n'est pas là pour débattre sur un. Mais non, je trouve ça ouf. Entre 1 et 3 milliards d'années, c'est-à-dire que quand vous voyez une bague de fiançailles, et on en reparlera parce que c'est un point important pour les diamants, une bague de fiançailles ou un diamant, n'importe quel diamant, il a entre 1 et 3 milliards d'années. Je trouve ça ouf. C'est le Et truc. les noces de diamants, c'est au bout de combien d'années? Comme la plupart des cailloux. 1 milliard. enfin, Non, mais bah non, tu vas regarder des cailloux qui sont là depuis pas très longtemps. quand tu vas Mais sur oui, la mais plage et il- qu'il y a du sable, il est là depuis longtemps. Ouais. Aussi. Ouais. Plusieurs milliards d'années potentiellement. Mais justement, qu'est-ce qui va différencier du sable du diamant? Partons sur les propriétés du diamant. Donc les deux plus connus, tu l'as dit Camille, c'est qu'il est très très dur. C'est pas le minéral le plus dur, enfin c'est même pas le minéral naturel le plus dur. J'en parlerai à la toute fin, mais très très dur. En tout cas, ça l'est plus depuis très récemment. Donc il est à 10, donc c'est le maximum sur l'échelle de Mohs. M-O-H-S. Je sais pas comment Encore ça- une putain d'échelle. Je sais pas comment ça se prononce, on va dire. D'ailleurs, c'est pour calculer à quel point le diamant il est dur. Les Alors. gars, arrêtez de faire des échelles pour rien. Non, mais en gros, le principe de cette échelle, c'est que plus, en fait, les matériaux qui sont hauts sur l'échelle peuvent rayer les matériaux qui sont plus bas. Donc, si on est au max de l'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre matériau qui peut. Ah, nous donc rayer. les voitures, t'es très très haut sur l'échelle. Ouais, bah voilà, la portière de voiture, elle est plus haut sur l'échelle que la clé. Voilà. Ouais, parce qu'elle est- d'accord. Non, l'inverse. Non, oui, il y a les plus basses. Ouais. Voilà. Mais dur ne veut pas dire totalement incassable, au contraire. Parce que de manière, Hicham, tu pourras peut-être me confirmer, mais plus un matériau est dur, plus il va être sensible à la rupture. Pourquoi Hicham pourrait te confirmer? Parce qu'il est ingénieur en matériaux. En matériaux. Bah, Que de l'acier, moi, frère. Bah, ça reste des matériaux. Non, mais globalement, un truc mou auquel on va appliquer une force, bah, il va juste se Mais- déformer, il va pas Bah, se il casser. est élastique. Oui, voilà. Ouais. Mes Alors- chers amis, rappelons-nous de la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. C'est quoi ce On a des visions différentes. Mais oui, Non, mais oui, non, mais- le roseau il plie face au vent, Mais alors c'est- que le chêne il tombe face au vent. Eh ben, c'est exactement ça. En gros, plus c'est dur, plus ça va être sensible à la rupture, donc à se casser net plutôt que se Ah déformer. oui, ok, donc c'est moins Voilà. élastique, et donc la limite d'élasticité est plus proche. Ok, Voilà. Ouais. Donc un diamant, c'est très dur, certes, mais c'est quand même cassant. Et vous savez ce qu'il faut faire pour casser un diamant? Croquer dedans. Non, c'est pas non plus. Mais, Le chauffer très fort avant. non, parce que ça marche très très bien avec la chaleur, parce que je te rappelle que ça a été formé au centre de la Terre. Oui, c'est vrai. Non, mais un petit coup de marteau, ça suffit. Ah. Tu prends n'importe quel diamant, tu lui fous une grosse tatane et c'est réglé, quoi. Une grosse tatane, il faut faire attention à l'orientation parce que le diamant a non, Hicham, non, l'orientation. Ni vers la Mecque, ni sexuelle, on va se calmer tout de suite. Mais je le vois rigoler. Je répète, joyeux Ramadan à tous les musulmans. Non, mais c'est comme le bois, en fait. Le bois, il y a une orientation, il y a un sens, parce qu'il y a on va dire des lames dans le bois. Donc, il y a un sens dans lequel le bois va être très, va se casser Ah, facilement, oui, oui, et d'autres va oui. être très résistant. Oui. Le diamant, c'est pareil. Si on veut le casser, il y a un côté où ça va être très facile de le casser, ou en tout cas de le fendre, et l'autre non. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que les tailleurs de diamants, en tout cas les personnes qui vont vraiment travailler la pierre plus que l'extraire, ça demande une certaine réflexion et science pour voir dans quelle orientation sont les atomes, etc. Enfin, sont les différentes couches. Mais bon, je trouve ça plutôt ouf qu'on puisse le casser avec un petit coup de marteau alors qu'on nous fait croire que c'est le truc Oui. le plus de la Terre. C'est vrai. Le diamant, il est aussi très brillant. Oui. Voilà, n'est-ce pas? Shine like a il y a une- diamond. Exactement, Shine grosse bright réflexion like a de la lumière. C'est fortement prisé pour la joaillerie, on y reviendra. Et il peut être, ça j'y reviendrai aussi, mais de plusieurs couleurs. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a quelques propriétés qui sont moins connues. Le diamant est un très bon conducteur de chaleur. Donc il la transmet beaucoup, il la capte et il la transmet facilement. Mais ce qui fait qu'il peut évacuer facilement la chaleur. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu chauffes un diamant, alors c'est une petite tips, c'est une des façons d'estimer si un diamant est authentique ou non, c'est essayer de faire de la buée dessus. Donc quand on essaie de souffler de l'air chaud dessus, en toute logique, un diamant ne devrait pas avoir de buée parce qu'il transmet la chaleur directement. Donc il n'y a pas de buée qui se forme dessus. Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de le faire, Bah, mais ok, écoute. très bien, ouais, merci. On ne sait jamais. C'est aussi un très bon isolant électrique. Alors là, vous prenez 2 pinces croco. Non, je déconne, je pense ça. Mais non, c'est vraiment un très bon isolant électrique. Et aussi, une autre façon de vérifier qu'un diamant est authentique, c'est que les diamants sont radiotransparents. Donc si vous prenez une Radio. Oui, une radio, j'allais dire un bijou avec un diamant, bref. En toute logique, le diamant, la pierre ne devrait pas se voir à la radio parce qu'il est radiotransparent. Voilà. D'accord, ok. Donc, faut avoir un matériel. Donc si jamais t'avales une bague avec un diamant dessus, verra que tu l'anneau. vois juste l'anneau. Oui, mais je pense Ok. que ça va. Non, si jamais.
Je te rappelle que j'ai un pote infirmier qui est... Bon, faudra juste pas faire d'IRM par contre avec la bague, ça peut être problématique. J'ai regardé Dr House. Donc les caractéristiques du diamant, ça c'est un truc très, je vais dire officiel, le reste aussi, mais c'est vraiment un terme très, on va dire technique de définition du diamant. C'est les 4 C du diamant. Je ne sais pas si vous les connaissez. Café, clope, caca. Merci. Merci. Charbon. Nickel. Alors commençons par le premier C, donc tout est en anglais, mais je l'ai traduit bien évidemment. Color, qui veut dire Couleur. Bravo. Effectivement, c'est la première caractéristique pour voir, on va dire, la qualité d'un diamant. Donc les diamants qu'on connaît sont généralement transparents, mais il peut y en avoir de toutes les couleurs, donc bleu, jaune, vert, rose, blanc. Et la couleur dépend des inclusions, parce qu'on dit que le diamant est 100% fait de carbone, mais... Qu'est-ce qu'une inclusion ? Voilà, mais une inclusion, c'est des petites particules autres que du carbone qui vont être dans le diamant. D'accord. Okay. Et ça peut être ça qui donne la couleur. Donc ça peut être, si c'est autre chose que du carbone, ça va traiter, ça va réfléchir et absorber la lumière différemment, donc donner de la couleur. Tu as des exemples, par exemple pour le rubis ou des trucs comme ça? C'est quoi je les ai vus, mais je les ai pas notés. Okay. Alors, il y a d'autres informations comme, d'autres conditions de forme, d'autres caractéristiques qui peuvent faire qu'il y a des colorations. Donc les conditions de formation, par exemple, donc la radioactivité ou des émanations gazeuses. Et il me semble que si le diamant était en présence d'azote ou de chlore, ça peut donner un diamant bleu ou vert. D'accord. Dire de bêtises. Mais effectivement, il y a toute une définition de ça. Je les ai juste pas notés parce qu'en fait, il y en a vraiment une infinité. Et au final, les diamants, même si on n'aime pas les inclusions, les diamants de couleur peuvent facilement coûter beaucoup plus cher que les diamants transparents parce qu'ils sont, plus rares tout simplement. Et ça fait partie un peu j'en parlerai aussi rapidement, du sbeul du prix du diamant qui est un peu honteux. Le deuxième C, c'est cut, donc la taille. Quand on dit la taille, c'est la façon dont il est coupé. Oui. Voilà, c'est pas la taille. Mais voilà, c'est pour ça que ça en C, c'est cut. Donc il y a des dizaines de façons de tailler les diamants. Le brillant, c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc, comme tu disais tout à l'heure, plein de facettes pour bien réfléchir la lumière. Et puis ça peut être tout petit et le but c'est que ça brille beaucoup. Mais tout à l'heure, je te coupe, désolé, Oui. tout à l'heure tu as dit la caractéristique d'un diamant, c'est qu'il est parfaitement cubique. C'est la structure interne, ça. Ah oui, c'est pas des cubes dans la nature, genre en mode Minecraft. Oh putain. Non, ça c'est la structure interne moléculaire du diamant. Ah ok, d'accord. Oui, non, sinon c'est un cube. Je comprenais pas. Ça marche. Donc il y a plein de façons de le tailler. Le brillant, c'est des trucs très techniques et pareil, je passe parce qu'il y en a plein et personnellement je trouve ça cool et je vous encourage à regarder parce qu'en plus c'est ultra technique. Mais il y a la taille princesse, la poire, la marquise, la taille royale. La taille royale, c'est le classique qu'on connaît le mieux de nos jours, avec un espèce de, il y a ce qu'on appelle au-dessus la table, c'est le truc qui est plat, après des facettes sur les côtés et un triangle en dessous. Ouais. Exactement. Il y a aussi des trucs plus rares comme le cabochon. Voilà, c'est une demi-sphère ou un demi-ovale et déjà c'est rare parce que c'est super dur à travailler et en fait ça fait un truc qui est tout lisse et qui est très très beau mais ça réfléchit pas la lumière de la même façon mais c'est plutôt magnifique. Je vous encourage à regarder également, c'est très très beau. Troisième c'est Clarity, donc la pureté. C'est pas Clarity, je crois que c'est un médicament aussi mais ça n'a rien à voir. Donc c'est la pureté, donc un diamant parfait comme on dit tout à l'heure est composé à 100% de carbone mais il peut y avoir des petites inclusions de taille variable. Ça c'était le micro. Donc des petites inclusions de taille variable. Donc encore une fois, il y a une échelle de qualification de la pureté. Je vais pas vous en parler parce que c'est chiant comme la mort. Mais en fait, cette échelle, ça va des inclusions visibles à l'œil nu. Clairement, tu vois qu'il y a un pet à l'intérieur de ton diamant, à des inclusions visibles uniquement au microscope. Et donc oui, effectivement, un diamant a moins de valeur, même s'il faut un microscope x100 pour voir les impuretés. Je trouve ça ouf. Ouais, il faut que ça soit parfait, quoi. Bah, il faut pas que ce soit parce que ça dépend. Il y a toute l'échelle qui existe et donc il y a des prix différents suivant les trucs. Mais genre même si pour voir ton impureté il faut un microscope x100, ton diamant vaut moins cher. Je trouve ça ouf. Genre putain mais dans ta bague personne va le voir. Enfin, personne va regarder ton putain de collier avec un microscope. Tant mieux pour nous quoi. Si tu veux offrir un diamant impur à ta zouze. Bah écoute, un diamant impur, ça on dirait qu'il a fait la guerre quoi. Il a baisé avant le mariage ton diamant. Bon, et le quatrième C... Cancoyote. T'étais prête. Ça fait combien de temps que tu l'as gardé, celle-là? Mais donc le quatrième C, vous devez le connaître, celui-là. Un diamant de qualité. Oui, Cara, de qualité avec un C. Oh. Les Cara, effectivement. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que les Cara? C'est une échelle encore? Ouais, c'est une échelle de préciosité des pierres. C'est la caratine. C'est pas le poids? Oui, excellent, bien joué. Est-ce que ça se dit aussi pour l'or? Oui, exactement. Donc le carat de diamant et le carat or sont deux choses différentes. Donc pour l'or, c'est la pureté
de l'or. Donc 24 carats, c'est très pur, et 1 carat, c'est pas très pur. Donc là, c'est en termes de est-ce qu'il y a que de l'or ou est-ce qu'il y a des inclusions. Oh là là, vous voyez, terme technique. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Et donc pour les diamants, c'est un poids. En fait, 1 carat équivaut à 0,2 grammes. Donc ça permet simplement d'avoir un truc un peu plus précis que les grammes. Et à l'origine, ça vient du mot kerat. J'essaie de prononcer. Donc nom arabe des graines de caroubier qui ont la particularité d'avoir un poids très régulier. En fait, c'était utilisé à l'époque, donc au Moyen-Âge et jadis, pour comme unité de mesure justement en joaillerie, pour les pierres, etc. Parce que c'est des petites graines qui avaient un poids quasiment constant et donc qui permettaient de peser des trucs très petits. Tu montreras le mot en arabe parce que. J'essaie de bien prononcer. Après, plus tard. Ouais, je te montrerai. Et ça a été utilisé aussi dans tout le monde romain, grec, etc. Ce terme, il y a la même racine arabo-grec, quoi. Les usages du diamant, c'est assez simple. Vous pouvez en deviner la plupart, je pense. Les quoi ? Les usages du diamant. Qu'est-ce qu'on fait avec du diamant ? Des diamants. On écoute des disques, on fait des bijoux. Ouais, j'avoue. Ouais. On s'en sert aussi pour du matériel de précision. Il n'y a pas les batteries aussi ? Il n'y a pas une histoire avec des batteries avec un tout petit peu de diamant dedans? Batterie, j'ai pas, mais j'ai un truc proche, effectivement. Il y a, effectivement, le plus connu, c'est la joaillerie. Donc ça brille, c'est joli, c'est rare. Et donc, truc qui me le sert, mais donc les marges sont énormes pour les pièces uniques, donc les très gros diamants qui sont travaillés. Il faut savoir que les grosses pièces de joaillerie, c'est le diamant qui va décider de la pièce qui va suivre. Donc ils reçoivent un diamant et à partir de ce diamant, ils décident de ce qu'ils vont en faire comme bijou. Ils pensent pas à un bijou et après, ils disent j'ai un diamant comme ça. Donc en fait, c'est tellement rare et unique que tu travailles la matière première, la matière noble, quoi. Mais bon, les marges, est-ce que vous avez une idée des marges qu'il peut y avoir dans ce domaine-là? Beaucoup. Ouais, jusqu'à 50%, voire plus pour un produit fini. C'est juste ouf. C'est juste ouf. On reparlera des conditions d'extraction et de travail. Ouais. C'est plutôt abominable qu'il y ait 50% sur un truc qui est juste rare. Donc ça me rend un peu taré. On pourrait très bien descendre à 15% de marge, ce qui est très honorable, et éviter qu'il y ait des gens qui meurent. Mais bon, c'est un autre détail. Dans l'industrie, c'est aussi très utilisé. Parce que, comme on a dit, c'est très dur. Donc, en fait, c'est facile, c'est très utile pour couper plein de choses, mais aussi pour polir plein de choses. Alors, rien à voir avec l'éducation, Juan, je te vois venir d'ici. Oh, j'ai rien à dire, regarde. Non, mais effectivement, pour polir plein de choses. Et on utilise des pointes en diamant pour couper le verre, par exemple, ou de l'eau avec de la poudre de diamant en haute pression pour couper du métal et bien d'autres choses. Donc, c'est pas mal utilisé. Et pour revenir à ce que tu disais, Hicham, il y a aussi d'autres exploitations du diamant, surtout pour ses caractéristiques techniques. Appareil photo? Non. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris un exemple qui est assez récent, entre guillemets. Donc pour la technologie de pointe, donc depuis 2016 par exemple, il y a des expériences avec des diamants pour construire les futurs ordinateurs quantiques. Donc ça n'a pas été industrialisé pour l'instant, mais il y a des expériences qui sont faites parce que le diamant permet justement de sauvegarder, entre guillemets, l'état quantique, donc d'avoir plusieurs informations en un point, avec des jeux de lumière, ne me demandez pas exactement, de lumière, de température, d'électricité, etc. Mais voilà, c'est utilisé dans plein de domaines pour exploiter des lasers, pour faire un isolant plus efficace que le verre, parce que c'est aussi translucide et c'est très solide. Il y a vraiment plein de choses. Et donc c'est un matériau plutôt ouf. Pour l'exploitation du diamant, ça peut se deviner assez facilement. Vous avez une petite idée? Non. La première étape est ultra simple. Retirer la boue. Ouais, on casse des cailloux, globalement. Donc on casse des cailloux dans des mines où les gens sont globalement très très mal payés pour un environnement qui est plutôt éprouvant, voire dangereux. C'est des mines où ça craint un petit peu. Donc il y a des mines qui sont pas plus dangereuses que ça aussi. Il y en a qui sont plutôt à la cool où t'es juste en plein air avec un tamis et ça roule très bien. Et surtout, on sait pas exactement. Donc juste on nique la terre et puis il y a une zone à peu près propice à... Alors c'est exactement ça. Donc au début, on y va plutôt pépouze. Donc on casse, on prend des bouts de cailloux cassés et on les passe à des tamis plus ou moins perfectionnés. Donc soit à l'ancienne en mode chercheur d'or avec un tamis, de la flotte et c'est parti. Mais il y a aussi des trucs un peu plus efficaces qui vont vibrer, qui vont travailler avec le poids atomique, des trucs comme ça. Et donc voir s'il y a que de la pierre ou s'il y a d'autres choses comme du diamant, parce que le diamant est très très dense. Si on voit qu'il y a des traces de diamant, c'est-à-dire qu'il y a un filon, et là, effectivement, on y va tranquille. Parce que, en fait, une fois qu'on a cassé la pierre, on peut plus rien y faire globalement. Il n'y a pas de la colle à diamant, ça n'existe pas. Et il faut savoir que 2 pierres de 1 carat valent moins qu'une pierre de 2 carats. 2 pierres de 1 carat valent moins qu'une pierre de 2 carats. En gros, plus c'est fragmenté, moins ça vaut. Ouais, exactement. Donc si tu as une grosse pierre, elle a un certain prix, et si tu la casses, les pierres, la valeur indépendante de chaque pierre sera
inférieure à celle de la somme. Enfin, de la totalité de la pierre initiale. Ça, faut savoir aussi que quand on extrait des cailloux et qu'on vend des diamants bruts, on prend en compte cette, on va dire, cette rentabilité et la façon dont on va l'exploiter par la suite. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bail de oulala, je vais faire le plus gros diamant possible ou je sais pas quoi. Les gens savent très bien, il y a des méthodes de calcul de ouf pour savoir comment estimer un diamant suivant son exploitation. Et donc tout ça est pris en compte, même s'il y a des pertes. Suivant ces caractéristiques, donc une fois qu'on a trouvé des diamants, on va les destiner à l'industrie ou à la joaillerie. Donc si elles sont trop petites, trop moches, elles ont une forme chelou, etc., on va les destiner à l'industrie tout simplement. Et si elles sont jolies, une jolie forme, qu'elles sont plutôt grosses, qu'on peut les tailler facilement, etc., là on peut en faire des bijoux et en faire plein de choses. On va perdre de la matière en taillant la pierre, ça c'est sûr. Et chaque forme, on va dire, de diamant brut va avoir un rendement particulier. La pierre qui va être perdue, elle va pas être perdue justement. Il y a clairement, quand on traite du diamant, on n'y va pas avec un petit couteau ou des ciseaux et c'est parti. Non, c'est dans un environnement fermé pour récupérer toute la poudre, toute la poussière de diamant qui traîne pour que ça puisse être réutilisé par la suite. Donc, et ils en font quoi? Quand tu parlais des jets avec de la poudre de diamant, par exemple, ou pour polir le diamant par la suite, parce que à la base c'est vraiment un caillou. Donc si c'est un aspect tout lisse comme on le voit aujourd'hui, c'est que ça a été poli avec un grain très très fin et c'est fait. On a découvert avec le temps que il y avait un truc qui marchait bien pour couper le diamant, c'était un autre diamant quoi. Ouais. Très bien. Donc quand on dit un diamant utilisé dans l'industrie, c'est notamment pour couper des diamants. Fight fire with fire. Exactement. Pourquoi la renommée du diamant? Et c'est ce qui m'a effectivement fait tilter sur ce sujet. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est beau. Ouais, mais il y a d'autres pierres qui sont belles. Un diamant, c'est plus beau qu'une rose des sables. Après ça dépend de chacun, mais en fait il y a des pierres qui sont. En fait, la question que je m'étais posée, c'est surtout pourquoi c'est autant rentré dans nos usages d'offrir des diamants, d'offrir des. Me regarde pas, Camille. Ah non, je ne t'offrirai pas de diamant. Non, mais j'étais là, mais moi j'ai jamais offert de diamant à personne quoi. Ouais, mais tu vois, typiquement une bague de fiançailles, c'est diamant. Globalement, enfin c'est la tradition. Oui, et du coup, je me demandais pourquoi cette tradition. Donc reprenons un petit peu plus un peu plus en arrière, voilà, une période qu'on appellera jadis. Donc en fait, les diamants sont connus et utilisés depuis très longtemps. Donc déjà dans l'Antiquité, on les utilisait en tant que pierre pour orner des objets, des bijoux, etc. Mais on les utilisait bruts parce que c'était trop galère à travailler. Enfin, autant dire que c'était pas de la boue quoi. Puis des diamants, enfin des bijoux en boue, il n'y en a pas des masses, mais non, c'était plutôt galère. Donc on avait capté que c'était rare, que c'était joli, que c'était cool, mais trop dur à travailler. Donc c'était juste brut et c'était déjà, on va dire, un cadeau plutôt prestigieux. Avec le temps, on a quand même capté que, comme je disais tout à l'heure, pour couper un diamant, on pouvait utiliser un autre diamant et donc le polir, faire des formes, etc. Pendant un temps également, je vais avoir besoin d'une validation potentielle de Camille. Donc on lui prêtait également des vertus curatives. Donc on l'utilisait comme traitement sous forme de poudre. Alors, est-ce que vous sentez la douille arriver? C'est une énorme connerie. Sans blague. Donc micro-lésions, décès. C'est exactement ça. Alors, justement, on prêtait des vertus curatives. Donc à la base, les pierres on lui prêtait un certain pouvoir, il me semble, antiseptique, mais je ne vais pas dire de bêtises. Donc ça, juste une pierre, on te la frotte sur le torse, globalement ça va. Par contre, sous forme de poudre, grosse connerie. Donc comme disait Juan, micro-lésions, machin. On kiffe boire ce qui est cher à cette époque-là, parce qu'on faisait pareil avec l'or. L'or, c'est moins dangereux parce que c'est mou, l'or. Non, au bout d'un moment, en fait, si tu faisais ça tous les matins, il y avait une maîtresse de Rat France qui faisait ça tous les matins, ça te tapisse l'estomac, en fait. Au bout d'un moment, ça s'accroche, et donc tes organes internes ne respirent plus. Tout est relatif, mais en gros, c'est... Et il me semble que tu peux être intoxiqué alors. Ouais, oui. J'ai vu ça dans les habits de Dr House aussi. Intoxication métaux lourds. C'est le mec qui regarde Dr House en 2019. Non, mais c'était qu'il y a 10 ans. C'est vachement bien. Mais donc, d'après la légende, et c'est là que potentielle confirmation de Camille, c'était notamment une poudre qui était utilisée dans les bagues à poison. Donc, bagues à poison qui, d'après ce que j'ai pu trouver. Alors là, je n'en ai aucune idée. Alors, j'ai pas spécialement de validation parce qu'en fait, de ce que j'ai pu trouver, c'est que c'était assez dur à vérifier. Les bagues à poison, on a retrouvé qui sont assez vieilles. Les bagues à poison, c'est quoi? C'est des bagues avec un petit poison. Un petit réservoir surtout. J'en ai deux. J'en ai deux avec un petit fermoir et tout, et tu peux glisser une petite poudre discretos dans un verre de pinard. Exactement. Mais on en a retrouvé, mais c'est comme, on va dire, c'est comme les ceintures de chasteté, des trucs comme ça. On sait pas si ça a vraiment. Non, c'était plus, je pense, pour mettre de la médecine, des médicaments. Donc c'est pour ça que je le note comme légende du poison des bagues, mais c'était pas. Je veux pas vous dire que c'était une réalité parce que je n'en ai pas la validation. Maintenant, la renommée du diamant et ce que je trouve au final assez ouf, qui me le sert un peu, mais je trouve assez ouf.
Donc les mines originales de diamants, il me semble que ça a commencé en Inde à la base, et après bon on a retrouvé à d'autres endroits. Mais personnellement, je vais vous emmener en Afrique du Sud. Cool. À partir de Allez, c'est parti. Tu vas vite déchanter. Donc à partir de 1869, donc il y a plein de mines qui s'installent, mais la popularité du diamant est en baisse et les exploiteurs savent plus quoi en faire. Là, il y a un Anglais qui s'appelle Cecil Rhodes, parce que oui, Cecil est aussi un prénom masculin. Ouais, il va, bah non, du coup parce que c'est IL, mais bon. Donc ce cher Cécile, il va racheter toutes les mines une à une, alors que tout le monde se dit genre ils se sont gavés déjà parce que ils extrayaient des tonnes et des tonnes de diamants. Mais au final, ils en ont tellement extrait que plus personne n'en veut. Cécile, il va quand même, maintenant que tout le monde se barre d'Afrique du Sud, il va quand même racheter les mines une à une et il va créer un conglomérat qui va s'appeler De Beers. Donc deux plus loin Beers comme deux plein de bières. Beers. Okay. Ouais, voilà. De Beers, en fait, c'était c'est le nom d'une des dernières mines qu'il a racheté en Afrique du Sud. Et en fait, finalement, il va obtenir un quasi-monopole sur le diamant. Donc en 1902, Cecil Rhodes est mort, mais De Beers possède 90% des mines de diamants du monde. La vache. Ouais, c'est un putain de quasi-monopole. Donc de fait, ils avaient une liberté totale sur le cours du diamant, donc ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc déjà, c'était le début de la douille. Et en fait, petit à petit, ils vont perdre ce monopole parce qu'il y a d'autres mines qui vont apparaître dans d'autres continents. Et donc, forcément, ils ne maîtrisaient plus le cours comme ils le souhaitaient. Ils décident de réagir. Dans les fins des années 30, ils commencent à lancer une grosse opération de marketing mondiale. Et c'est là que la turbo-douille de ouf arrive. En 1947, c'est la campagne de pub du siècle. Ça a été littéralement été élu slogan du siècle en 2000. Donc c'est l'agence NW Hire qui a donc une certaine personne qui s'appelle Frances Gerety qui a créé le slogan Diamonds are forever. Et en fait, c'est pour ça ils ont fait en sorte que le diamant soit identifié comme symbole de l'amour éternel, etc. Donc un diamant, c'est pour toujours. Donc déjà, on l'offre pour les fiançailles, pour machin. On n'offre pas un diamant d'occasion parce que c'est pour toujours. Donc ils ont lancé toute une psychologie là-dedans et en fait qui a marché de ouf parce que les ventes de diamants ont explosé et la tradition du diamant offert par amour vient de là. C'est la campagne de marketing la plus ouf de l'histoire. Enfin, c'est dément, quoi. Donc la petite Frances a eu le nez creux parce que ça a foncièrement explosé. De Beers, il faut savoir que ça existe toujours. Ils avaient créé une filiale en collaboration avec LVMH et ils se sont séparés récemment, mais ça existe toujours. Ils vendent toujours des diamants. Comme quoi, c'est pas pour toujours. Mais voilà, ils se gossent toujours de cette histoire et vraiment quand j'ai appris ça, c'est impressionnant que ce kiff de vendre des diamants d'offrir des diamants par amour, ça vienne du putain de campagne marketing, quoi. Donc imaginez dans 50 ans qui mange du bœuf, ça devienne genre qui mange du bœuf gros, enfin je sais rien. Je connais pas du tout cette expression. Elle n'existe pas. C'est un slogan. D'accord. Si, qui mange du bœuf, c'est un slogan de pub. D'accord. Voilà. Je confonds pas avec qui vole un beurre mange un œuf. Qui vole un beurre mange un œuf. Oui, bien sûr. Je vais finir par quelques facts sympathiques. Est-ce que vous avez une idée des plus gros producteurs de diamants dans le monde? Des pays? Ouais, des pays et normalement il y a une différence entre la valeur et le poids, mais on va faire. Là, je crois que c'est un poids. L'Afrique du Sud, de la Sud-Est, la Tanzanie aussi. Congo. Alors les trois premiers. Tanzanie, ouais. Kenya. Il me semble que la Tanzanie, ils en ont pas mal. Alors, raté. Les autos. Raté. Le premier, le premier avec 28%, c'est la Russie. Non. Et ouais. Moi, on oublie toujours qu'ils ont de la surface. Hein. Ouais, ils ont de la place et des minéraux. Donc, c'est pas Rasputin qui dirait le contraire. Le deuxième, à votre avis? L'Ukraine. Pas loin. Biélorussie. Enfin, même style. C'est pas géographiquement pas loin, mais même style. Chine. Canada. 15,5%. Ah oui, donc t'étais vraiment juste sur le climat, quoi. Ukraine, même style. Finlande. Donc, Russie, Canada, c'est des territoires gigantesques. Ah, ok, mais c'est pas la même chose que l'Ukraine. Australie. D'accord, ok. Brésil. Je voyais pas. Non, et le troisième, c'est le Botswana. Et après, effectivement, il y a pas mal de pays d'Afrique. Ça pose un gros problème. Il y a, tiens, je l'ai mis plus bas dans mes notes, mais c'est pas très grave. Il y a un truc qu'on appelle les diamants de guerre, Blood Diamonds, et autrement appelés diamants de conflit par le politiquement correct. Donc c'est les diamants qui sont issus d'eux ou ont provoqué des guerres. Et un truc qui s'appelle le processus Kimberley, processus Kimberley, qui permet de délivrer un certificat pour les lots de diamants bruts qui sont vendus pour les tracer et
En toute logique, tous les joailliers et tous les diamantiers que vous pouvez croiser suivent ce processus Kimberly. Sinon, c'est des gens pas recommandables. D'accord. Donc en toute logique, Je penserai la prochaine fois que je vais acheter des diamants. Bah ouais, week-end prochain, très bien. Et après, je vous ai pas pris tout le reste du classement, mais effectivement, enfin très très proche, on trouve l'Afrique du Sud et d'autres pays de ce style. Oui, effectivement, le plus gros diamant brut découvert. Vous avez une idée de son poids? Son poids? Déjà, Ouais. sa taille, moi, ça m'intéresse. Faisons le poids, j'ai pas pris la taille. 25 cm, moi, je dis, et du coup... T'as 25 cm, tu prends genre la moitié de ta taille. Bah, c'est ça. Moi. C'est ça, 25 cm. Non, mais le en poids, poids, moi je dirais un bon 6 kilos peut-être. Wow. Calmons-nous. Non. C'est le poids de ton chat, quoi. 800 grammes. Si seulement. Pas loin. C'est le Cullinan qui a été, dont le nom a été donné suite à on va dire l'exploitant de minier. Sortez du resto indien. Non, c'était en Afrique du Sud juste. Cullinan, 3106 carats, soit plus de 600 grammes. Donc c'est déjà pas mal, c'est le plus gros diamant brut, donc plutôt ouf. Il a été découvert assez récemment, entre guillemets, donc début du XXe siècle, en Afrique du Sud. Ça a été racheté par un gouvernement, j'ai oublié son nom, mais qui existait à l'époque au début du XXe siècle, donc près de l'Afrique du Sud. Mais ça a été racheté à l'exploitant, qui n'était pas du tout Sudaf. Donc plutôt pas cool, parce que c'est une des preuves que l'exploitation diamantaire, l'exploitation minière, c'est une façon aussi d'appauvrir ces régions. Donc c'est un peu dramatique. Vous voyez mon côté mais bon, ils l'ont racheté. Puis ils l'ont offert en cadeau à Édouard VII, que Camille connaît peut-être, pour le remercier de leur avoir donné de l'indépendance. Trop sympa. Ça, c'est chaud. Ouais, ils l'ont en racheté. anglais, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, pardon, je pas précisé. Exactement, en anglais. Un roi, d'ailleurs, aussi, au passage. Sachant qu'ils l'ont racheté 750 000 $. C'est plutôt ouf parce que c'est exploité, c'est sorti de leur sol, donc not cool. Mais bon, voilà. Du coup, si vous connaissiez pas le diamant, mais vous pouvez peut-être deviner. Il a été offert à Édouard VII, qui n'était pas sur place, donc ils ont dû l'envoyer. Comment ce diamant a-t-il été envoyé à Londres? Exactement. Je trouve ça assez ouf. Donc ils avaient le plus gros diamant du monde et ils se sont dit putain, on va faire quand pour l'envoyer? C'est accusé de réception. On va se faire écharper de ouf. Donc ils ont fait un convoi en bateau, donc escorté avec des miliciens armés. Enfin bref, c'est pas tout à fait Chronopost quand même. Mais en fait, ce convoi était vide. Et ils ont littéralement envoyé le diamant par la poste. Ah, génial. Donc ils ont fait une grosse feinte, ils ont envoyé ça genre comme s'ils envoyaient une carte postale et c'était réglé. Est-ce que le facteur a vraiment sonné? Parce que t'es en sueur quand t'as la vie de passage. Je trouve ça plutôt ouf. En fait, c'est super malin parce que du coup, tu fais un leurre gros comme tout et ça passe tout seul. Est-ce que le leurre, il s'est fait attaquer ou pas? J'ai pas toutes ces infos. Il me semble qu'il y a un podcast dessus. Je sais rien. Sur la taille des pierres, c'est assez rigolo aussi parce que c'est un travail qui a pris des mois et le mec qui était chargé de la taille a fait plein de prototypes pour voir comment ça allait se passer. Ça a été taillé en 105 pierres, dont la plus grosse fait plus de 500 carats. Donc les deux plus grosses font plus de 500 et plus de 300 carats, je crois. Donc elles ont été appelées Cullinan 1 et Cullinan 2. Elles ont aussi d'autres noms, genre il y a Star of South Africa pour Cullinan 2, je crois, un truc comme ça. Mais bon, ces deux diamants font partie des joyaux de la couronne d'Angleterre. Et après, les 103 restants, je ne sais plus ce qui leur est arrivé, mais voilà, ils en ont fait plein de choses, dont des brillants vers la fin. Très bien. Et dernière petite info, je vous parlais du fait que les diamants n'étaient pas du tout les minéraux les plus naturels, les plus durs. Donc, si je précise minéraux naturels, c'est qu'en fait, on peut faire des diamants de manière synthétique, donc en laboratoire depuis maintenant quelques années, et c'est notamment beaucoup utilisé pour l'industrie. Donc clairement, les diamants qui sont utilisés pour faire les ordinateurs quantiques, ils n'ont pas été pêchés dans la rivière, quoi, globalement. Mais c'est compliqué parce que la taille est limitée, c'est un processus qui est plutôt complexe, mais c'est intéressant de voir qu'on peut quand même faire cette matière sans surexploiter la nature, même si je pense qu'au niveau écologie, c'est pas forcément ouf. Mais donc, je vais vous parler de la carmeltasite. Ouais, c'est bien prononcé. C'est très beau. Ça vous dit quelque chose? Du tout. Peut-être à Camille. Avec le caramel. Je crois que c'est le Mont Carmel, non? Ou un truc comme ça. En fait, c'est un nouveau minéral qui a été annoncé pour la première fois en février 2019. Donc c'est tout. C'est pour ça qu'on n'est pas au courant. D'accord. Ouais. Non, mais en fait, ça pouvait dire quelque chose à Camille parce qu'en fait, il a été trouvé chez Watt pour la première fois sur Terre. Non, mais c'est un truc. Ce serait génial quand on Franche-Comté, si tu Non, à Londres, je chaud. Non, c'est en Israël.
Ah. Et du coup, je me suis dit ok. que c'était peut-être un D'accord. mont connu. Je crois que c'est le mont Carmel ou Carmelate. Je sais pas. Mais donc, c'était pour le trouver pour la première fois sur Terre en Israël. Je précise sur Terre parce qu'en fait, jusque-là, on le trouvait uniquement dans les roches spatiales. Donc, c'était. Ah, la vache, donc d'accord. là, Ah, mais oui, j'avais lu. Oui. bah, c'est plutôt ouf. Et donc, il y a des. Donc, il a été enregistré à je ne sais plus quel registre des pierres, etc. Et les scientifiques qui l'ont découvert ont fait des tests dessus et apparemment, il serait plus dur que le diamant. Donc, à suivre, c'est tout récent. Et en plus, la pierre, vous voyez qu'elle est plutôt jolie. On dirait une espèce de ciel étoilé. C'est magnifique. C'est tout tacheté, moucheté. C'est très très beau. Et pour le coup, c'est pas un minéral pur dans le sens où il n'y a pas un seul atome dedans. La formule est beaucoup plus compliquée. Il y a du zinc, du silicium, mes fesses, je sais plus. Bref, il y a plein de choses. Mais non, c'est très très joli. C'est tout récent. Mais voilà, c'est plutôt ouf. Et ce sera tout pour ces petites informations sur les diamants. Ok. Voilà, du coup, je sais pas ce que vous aurez appris avec ce sujet sur les diamants. J'ai essayé de mettre mon animosité c'était intéressant. de côté. Je Mais trouve ça bien Non, que c'était passionnant. tu sois pas trop épanché sur les diamants de sang et tout ça, parce que bon. en fait, il y avait plein d'infos sur lesquelles passer du temps, mais voilà, je voulais vous donner une vision Mais très intéressant. un peu large. Et du coup, maintenant que vous savez que les prix des diamants sont globalement très très arbitraires, si vous voulez offrir un joli bijou, n'hésitez pas à offrir autre chose que du diamant, parce que le but c'est juste que ce soit joli. Donc voilà. Ou bien. Salaud. Ah oui, et aussi il faut savoir que quand on non, laissez-moi tranquille. Non mais quand on achète un diamant, il perd 50% de sa valeur tout de suite après l'avoir acheté, parce que vu que c'est un tabou d'offrir un diamant d'occasion, c'est par cette fameuse campagne de marketing, bah ça, putain, il me menace avec la barre d'espace. Non mais ça ne se fait pas d'offrir un diamant d'occasion, donc au pire acheter un diamant d'occasion, il coûtera 2 fois moins cher. Et sur ce, je voulais... Non, j'ai connu. Non, mais sur ce, on va... Ma foi, on arrive à la fin de cet épisode. Et oui. C'était un plaisir. Oh oui. J'espère que pour vous aussi. Oui. Vivement la sieste quand même. J'ai beau être matinale. Immédiatement siesté. Mais non, mais regardez, il fait beau en plus. Moi, je vais sortir. Oui. Dans tous les cas, c'était un plaisir de faire cet épisode. J'espère que pour vous, c'était un plaisir de l'écouter. Ma foi, Ah bah oui. oui, mais Moi, comme moi, j'ai d'habitude. travaillé dur cette semaine. Ouais. Ah oui, C'était on se voit que tu t'es donné de ouf. Ouais, je vais me rattraper, c'est promis. Prochain épisode, j'ai hâte. Attends, ne t'avance pas trop. Dans tous les cas, on se voit dans 2 semaines. Nous, on vous fait des bisous. Des bisous. On vous remercie pour vos messages, vos likes. Si vous voulez nous filer 5 étoiles sur iTunes, c'est plutôt cool, toujours. Nous suivre sur Facebook ou Twitter ou Instagram. On n'est pas loin des 1000 sur Facebook. On n'est pas loin des 200 sur iTunes. Donc... On fout pas grand chose sur Instagram, on Appelez va pas se votre mentir. tata. Non, mais lâchez-vous, partagez ça à vos proches, à votre famille, à vos amis. Et puis, si vous pouvez nous recommander parce que vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça pas cool, passons. Mais si vous trouvez ça cool, bah, ma foi, ça nous fera bien plaisir. Oui. Et ça nous fait toujours plaisir de lire vos petits messages. Quoi qu'il en soit, on va profiter de ce dimanche ensoleillé. Et puis bah, on se retrouve très très vite. Eh oui. Allez, des bisous. Bisous. Prenez soin Au des uns revoir. des autres. C'est le Ciao. détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?